présente, je suis Emmanuel Vivier, je suis cofondateur du Hub Institute et effectivement pour démarrer cet after work, je vais essayer en mode très condensé de vous donner 5 tendances à suivre pour 2019. Alors honnêtement, j'aurais pu en mettre beaucoup plus. Je pense que vous avez en ce moment à la fois le challenge et l'opportunité d'avoir énormément de sujets qui sont en mutation, en changement, que ce soit sociologique, technologique et autres. Donc j'en ai retenu 5, mais il y en a certainement plus. Donc on va parler un peu de la crise de confiance, de l'innovation dans la production, dans la livraison, les robots et puis la data et l'IA pour booster le retail à la puissance Customer Experience. Donc dans l'ordre, la crise de confiance, je pense qu'on a tous conscience que votre job, il est difficile. Aujourd'hui, il y a énormément, je pense que pas beaucoup de domaines, on est aussi exigeant sur autant de choses autour de vous et on voit bien qu'il y a une complexité du public, des activistes, des ONG, des politiques, où finalement, voilà, c'est toujours facile d'accuser les uns ou les autres, mais en même temps, on veut pas payer trop cher pour manger. Donc on voit bien qu'on se retrouve des fois dans des situations pas inextricables, mais en tout cas loin d'être aisées, avec une exigence et une suspicion ou une méfiance un petit peu croissante avec un certain nombre de sujets. On voit bien que l'information qui nous semblait suffisante, puisqu'elle est obligatoire, l'est plus forcément, un petit peu comme dans les restaurants avec TripAdvisor, où il y a une volonté du consommateur de mieux en mieux comprendre ce qu'il est en train de manger, d'où ça vient, comment ça a été à la limite récolté, sourcé, etc. Donc on voit bien les Yuka, les Pharma Pocket, les Qualito, les Clean Beauty, enfin il y en a tout un tas avec à la fois, on peut se dire d'un bon côté, des fois traduire des termes un peu techniques pour le consommateur, c'est pas plus mal, mais bon, avec des raccourcis ou une simplification de temps en temps qui peut créer des impressions ou en tout cas des contresens pas toujours évidents quand on a des choses subtiles ou complexes à expliquer aux consommateurs. Bon, je ne vais pas vous refaire la petite vidéo de Yuka que tout le monde connaît, et donc finalement on s'aperçoit qu'on arrive un petit peu à une époque où c'est un peu la fin de l'autorité des autorités. Avant, finalement, un peu comme des enfants, on se retournait vers son gouvernement, vers son parti, vers son église, vers sa grande marque de référence, et puis on lui faisait quand même assez confiance, on s'en remettait pas mal à elle. Et on voit bien qu'aujourd'hui, sur tout un tas de choses, finalement, on commence à s'apercevoir que même ces autorités-là sont pas infaillibles, voire dans certains cas qu'elles ont pas mal de défauts, et qu'il va falloir aussi compter sur soi-même pour s'informer, pour se muscler, pour aller chercher l'info. Et on voit bien qu'avec le digital, finalement, de plus en plus, on va évidemment continuer d'aller sur les sites de marques, etc., aller sur les sites des grands médias, mais on va aussi essayer d'entrer en relation avec d'autres internautes comme nous pour aller chercher de la validation, de la réassurance, de l'information, de la réduction de risque. On va aller voir les influenceurs qui vont aussi partager leur retour d'expérience. On va aller, voilà, et dans tout ça, pourtant, il y a aussi des faux avis de consommateurs, des influenceurs qui des fois connaissent pas très bien le produit ou ont été achetés, donc ou des pages Wikipédia qui peuvent être un petit peu manipulées. Donc on voit bien que c'est pas évident, et là encore, même si l'autorité en tout cas est un peu remise en cause, on voit bien que les solutions en face sont loin d'être parfaites. Ce qu'on voit en tout cas, c'est qu'il y a des nouvelles attentes, une vraie nécessité d'humilité et de respect. Voilà, vous pouvez plus juste nous dire je suis le leader d'eux, le meilleur d'eux, voilà. Et d'ailleurs, il va falloir démontrer ce que vous avancez. On voit vraiment qu'aujourd'hui, on veut des preuves. On peut plus juste nous dire c'est recyclable, recyclé, parfait, clean, green. On veut plus d'infos. Il y a un besoin de réciprocité aussi. Vous voulez mon attention, qu'est-ce que vous me donnez en échange comme valeur, du service, de l'expérience. On veut une cohérence. Vous pouvez pas dire que vous êtes super clean sur un truc et puis maltraiter vos fournisseurs de l'autre ou autre. Le partage de savoir, là aussi on a besoin de progresser. Souvent on veut apprendre à utiliser le produit, on veut mieux cuisiner, mieux s'alimenter. Donc au-delà juste de la qualité du produit, c'est qu'est-ce que vous me donnez pour progresser dans l'usage. Et puis l'authenticité, la transparence, on en a un petit peu parlé avant. On voit bien qu'on veut mieux savoir d'où ça vient, et dans quelles conditions ça a été transformé, à quel prix c'est vendu. Et on peut se dire qu'aujourd'hui finalement, le risque de décevoir les clients, c'est pas juste
d'une mauvaise réputation ou de perdre une vente, c'est potentiellement de motiver des startups ou des nouveaux acteurs à résoudre les problèmes qu'on ne résout pas. Rappelez-vous, hein, Uber avec les taxis, c'était finalement quand ils sont venus à Paris qu'ils étaient frustrés. Quand les fondateurs d'Uber sont venus à Paris, ont eu une expérience assez catastrophique avec les taxis parisiens, que finalement ils se sont dit on peut faire mieux qu'eux. Et ils ont lancé Uber. Donc finalement, il faut se méfier de ça. C'est finalement toutes ces pain points, c'est l'opportunité pour quelqu'un de se lancer. Et on voit bien qu'à terme, ça va devenir plus rentable de résoudre les problèmes plutôt que de les masquer en achetant de la pub et de la com. Il y a un moment, on pouvait se permettre, parce qu'on avait beaucoup d'argent, d'acheter beaucoup de pubs pour, bon allez, on va cacher un peu dans un coin ce qu'on veut pas trop voir. On voit bien que déjà aujourd'hui, la moindre petite erreur, elle va être visible, voire elle va être relayée, elle va être amplifiée, et que finalement, même si ça coûte... C'est pas rien d'être clean, d'être parfait, d'être safe, d'être transparent, d'être équitable, d'être authentique, mais il y a un moment, ça va peut-être coûter moins cher que tous les effets de bord qu'on peut subir à cause de ça. Et aujourd'hui, alors j'ai pas mis dans le secteur de la food, parce que ça, j'ai pas encore vraiment vu, mais par exemple, voilà, c'est une marque Léo et Violette, une petite marque de luxe. Eux, sur leur site web, si vous y allez, ils vont carrément vous expliquer tous les éléments de la chaîne et combien ils achètent le cuir, combien ils achètent les accessoires, la fabrication ça a coûté combien, combien eux ils font de marge sur le produit en point de vente, et finalement ils vont informer et éduquer d'une manière assez transparente leur audience. Donc on imagine bien que voilà, c'est pas simple ou c'est pas forcément faisable pour tout le monde, mais on voit que certains vont jusque-là. Alors après, il y a différents degrés, mais ça pose quelques idées. On voit le magasin U qui s'était amusé à utiliser la fonctionnalité de Snapchat où les snaps disparaissent au bout de 24 heures pour montrer tout le trajet. Donc là, c'était de poissons pêchés pour montrer qu'en moins de 24 heures, ils étaient sur les étals. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Bon, là, c'est presque un épiphénomène, mais c'est de montrer qu'il n'y a pas de solution simple, mais en tout cas, il y aura certainement un effort à faire plus important qu'avant pour rassurer, pour donner des gages, pour donner des preuves, pour montrer finalement ce que des fois, pas qu'on cachait, mais qu'on trouvait pas très glamour, de montrer les coulisses ou la fabrication ou le transport. Bah, finalement, aujourd'hui, ça intéresse les gens. Ils se posent des questions, ils n'attendent pas forcément que tout soit glamour et nickel, mais finalement, ils veulent voir, ils veulent savoir, et ils veulent qu'on partage avec eux. Et une marque quand même à suivre, alors elle n'est pas dans l'alimentaire, mais elle nous montre quand même 2 ou 3 choses. C'est que, faire un business qui est le plus green possible, avec du recyclage, de la réparation, de la revente entre usagers, ça peut être rentable et pas juste un coût. Et ils sont effectivement en croissance depuis 2009 avec 1 milliard de revenus, donc il y a pas mal de choses à aller voir chez eux. Je dis pas que c'est simple à court terme, mais à long terme, pour les marques qui font l'effort, à mon avis, il y a des choses à aller faire. Alors, en matière de production, on voit qu'il y a beaucoup de choses. On voit bien que sur l'élevage industriel, on a une certaine impasse écologique. Pourtant, aujourd'hui, on a 30% de la consommation humaine de calories qui vient de la viande. Donc c'est facile de dire on va tous devenir vegan. On voit bien que c'est un peu plus compliqué que ça, mais on voit bien qu'on ne pourra pas tous manger autant de viande qu'avant. Alors effectivement, au-delà de la viande et de la qualité d'élevage, on voit bien qu'il y a le problème de l'abattage, et de plus en plus des fois on ne veut plus trop voir la réalité, ou quand on la redécouvre on a un petit peu du mal à l'accepter, surtout quand des fois elle n'est pas exactement comme elle devrait être. Chez WeWork, ils ont juste interdit la viande dans les cantines, donc ils ont 6000 salariés, ils ont dit voilà, en tant qu'entreprise, nous on pense qu'il faut réduire la consommation de viande. Donc bon, c'est un petit peu cash, mais on sent quand même qu'il y a une tendance qui monte. On voit qu'on a eu quelques scandales alimentaires et pas des moindres, entre la vache folle, Findus avec ses lasagnes au cheval, les œufs à la dioxine. Donc on pourrait se dire que par rapport au volume global de l'alimentation, c'est finalement pas grand-chose, mais malheureusement un scandale, ça fait beaucoup plus de bruit que tous les jours de dire tout le monde mange bien, et on voit bien avec l'écho des médias sociaux, c'est pas évident. Donc on peut se poser la question, est-ce qu'on devient tous véganes ? Donc on a plein de nouvelles marques qui se lancent sur ce marché-là. Est-ce qu'on va manger des insectes ? Pourquoi pas, hein. En tout cas, a priori, plus des protéines d'insectes que des insectes eux-mêmes. À mon avis, on n'est pas encore complètement prêt en Europe, en tout cas. Il y a les repas à boire. Alors voilà, est-ce qu'on va tous boire de la poudre de perlimpinpin mélangée avec du lait ou avec, voilà. Les laitages, alors quand je dis les laitages, c'est pas des laitages animaux, hein, c'est lait d'amande, lait de soja, etc. On peut aller retrouver des protéines. Et puis, il y a le in vitro. Donc le in vitro, c'est vraiment... entre guillemets, faire grandir en éprouvette un steak, enfin je simplifie un petit peu, mais c'est un petit peu ça, c'est de se dire finalement,
La viande, c'est des protéines, c'est des acides aminés. Si on est capable de les faire grandir et ensuite de les assembler dans quelque chose qui ressemble à de la viande ou du muscle, pourquoi est-ce que finalement on aurait besoin de faire croître du bétail qui consomme beaucoup d'eau, qui pollue beaucoup, qu'on va devoir abattre, donc ce qui est quand même compliqué pour un certain nombre de véganes. Et donc on voit que là, il y a une grosse accélération. La Chine qui est toujours au taquet, parce que finalement, leur première peur, c'est que demain, le seul moyen que le gouvernement risque d'être viré, c'est que les gens aient pas de job, pas à manger, ou pas de, on va dire, pas de fuel. Ils sécurisent. Et là, par exemple, il y a un deal à 300 millions de dollars avec 3 startups israéliennes qui sont sur ce bioprinting, qui sont déjà en train de réfléchir à comment fabriquer de la viande directement en éprouvette. Le poisson aussi est touché. Là, on a les fruits de mer, le thon, qui sont faits finalement avec des plantes qui vont ramener quasiment la même texture, le même goût, qui vont s'approcher de manière très proche, mais finalement qui vont imiter et effectivement avec moins de prélèvements sur les ressources halieutiques. Ça, c'est tout un exemple de produits, vous aurez les slides, vous inquiétez pas, qui sont déjà en train d'être lancés dans les supermarchés, entre autres aux États-Unis, qui commencent à être des remplacements à chaque fois de viande, de produits à base de viande. Impossible Burger, donc eux ils ont levé 400 millions de dollars, ils sont déjà dans 3000 restaurants en 2 ans disponibles et ça a vraiment la texture et quasiment le goût d'un burger. Et effectivement, le plus du bioprinting ou de l'élevage in vivo, c'est que ça utilise beaucoup moins d'eau. Ça génère beaucoup moins de CO2. Par contre, aujourd'hui, ça coûte encore 10 fois plus cher. Donc, on a encore un problème là-dessus, mais c'est un peu comme l'informatique, vous savez. Regardez le prix d'un ordinateur il y a 50 ans et aujourd'hui. À part pour l'iPhone. Voilà. Et puis, dites-vous que le pet food aussi, parce que aux États-Unis, il commence à y avoir une tendance de j'ai pas envie que mes animaux mangent n'importe quoi en termes de sourcing. Voire j'ai pas forcément envie que mes animaux deviennent végétariens, mais un peu quand même. Donc voilà, 2 sociétés qui sont en train d'utiliser d'autres matières, donc le Koji chez Wild Earth et là la même logique de faire pousser des matériaux in vivo. Et puis ça va toucher aussi demain, au-delà de vos industries, l'ameublement, la mode et la déco, parce que demain je peux faire du cuir d'ananas avec Pignatex, je peux faire avec Modern Mido qui fait aussi du steak, du cuir sur mesure, et je peux faire du cuir de champignon. Alors je sais pas comment ça sent quand il pleut, mais pourquoi pas. Et puis sur la production, on voit aussi que l'idée c'est de rapprocher la zone de production, donc là tout ce qui est locavore, avec pas mal de tests. Alors évidemment on n'arrive pas encore au volume qu'on peut imaginer avec l'agriculture, mais de faire l'agriculture directement sur les toits du magasin, des fermes urbaines ou verticales pour aussi essayer de réduire sur le transport. Et dites-vous que les GAFA s'en mêlent. Bezos, il a investi avec SoftBank dans du farming vertical. Google Venture, ils ont investi dans une start-up de données de pilotage de ferme, et Alibaba, pareil, ils sont en train d'investir dans de l'IA pour les élevages de cochons. Donc on pourrait se dire, tiens, ils sont encore en train de débarquer sur des sujets auxquels on ne les attendait pas. En tout cas, eux, ça les intéresse fortement. Alors, on a parlé de la production, maintenant, il faut livrer. Vous avez tous entendu parler d'Amazon Key. Donc Amazon Key, c'est j'installe cette petite caméra, je change ma serrure, et je donne les clés à Amazon qui maintenant peut rentrer chez moi et poser le colis. Je suis filmé, donc pendant quelques secondes, le code s'active. Je rentre, je dépose le colis, je peux vérifier sur mon smartphone que j'ai été livré. Donc là encore, Amazon supprime un pain point, être sûr qu'on est là quand la livraison est là. C'est bien livré en 1 heure, mais si vous n'êtes pas là, ça vous fait une belle jambe. Là, vous réglez le problème. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour livrer mieux et plus vite ? On peut, voilà, pour ça je vais passer. On peut avoir ce type de transport qui était annoncé au CES, Robomart. Donc demain, c'est peut-être carrément votre épicerie qui vient directement de l'agriculteur à chez vous et qui passe pas par les grands magasins. E-Palette, c'est Toyota aussi qui pense. Alors là, c'est carrément, je vous envoie le magasin, mais le vendeur avec. Donc là, c'est voiture autonome et je vais vous faire des mini camions à pizza ou primeurs ou peu importe qui vont venir directement chez vous. Donc avec tout le conseil qu'on peut avoir. Là, Nouro qui vient de se lancer avec Kroger, donc là c'est la livraison de courses autonome, donc ça vous prévient quand ça arrive à côté de chez vous. Donc là encore, avec quelques adaptations de la circulation à prévoir, mais on voit que ça va arriver d'ici quelques années. Starships, donc là c'est plutôt la livraison de quartier autour d'une épicerie.
Ford plus Domino's Pizza qui a fait des tests pour voir comment les gens réagissaient quand il y a une voiture autonome qui arrive avec votre pizza à l'intérieur. Donc est-ce que les gens, ça les choque pas? A priori, ça marche plutôt bien. Donc là, c'est déjà une voiture un peu plus adaptée avec le four directement à l'intérieur qui arrive. Donc on voit que sur la livraison, ça bouge pas mal. Les robots, bah, là aussi, on nous a tous parlé beaucoup. On se souvient tous de Pepper. Alors c'était sympa pour animer un petit peu en surface de vente. On voit bien que c'est encore un peu limité. Mais voilà, on voit des LG qui au CES nous proposait des robots caddies, donc là pour vous accompagner et vous suivre derrière vous. Chloé qu'on avait vu chez Best Buy qui permet d'aller attraper des produits qui sont protégés du vol et qu'on n'a pas besoin de remettre en rayon. On peut aussi y accéder de l'extérieur du magasin lors des fermetures de magasins, des horaires de fermeture pour commander. Le bras va attraper le produit et nous le donne. Maintenant Zoom, le robot Pizzaiolo, alors ils ont quand même levé 750 millions de dollars, ça vous donne un petit ordre d'idée. Et eux, ils sont en train de réfléchir à deux choses. Donc le robot Pizzaiolo, donc ça va, ça marche. Mais c'est demain de le mettre dans un camion autonome. Donc demain, j'ai ma pizzeria complètement autonome qui vient jusqu'à chez moi avec le camion qui se gare, qui me fait ma pizza et qui me la livre. Donc a priori, en tout cas, SoftBank, qui n'est pas une banque, qui est un opérateur mobile au Japon, qui est un peu le Orange japonais, ils en sont à leur deuxième fonds de 100 milliards de dollars en investissement dans l'IA. Ils ont déjà claqué 100 milliards l'année dernière, et là, ils ne sont pas tout seuls, ils sont regroupés, il y a l'Arabie Saoudite et d'autres. Et là, ils sont sur un deuxième fonds déjà d'investissement à 100 milliards. Donc là, on a le robot Barista pour faire des cafés, on a le robot Cuisto. Donc ça, si vous avez des plateformes de restauration en supermarché, ils sont capables de faire des repas à partir de 7 $, donc entièrement cuisinés, avec une interface et une expérience client assez bien pensée. Donc, et justement avec un chef étoilé derrière. Donc l'idée c'est de faire quelque chose de plutôt sympa et qui est vraiment cuisiné à la demande. Donc voilà, on va vous préparer votre petit plat et hop, c'est prêt, c'est chaud, ça vient d'être cuisiné. Et c'est des chercheurs du MIT, plus ce chef étoilé. Iron Hawks, donc lui, il va planter et récolter des salades parce qu'ils ont un problème en Californie. C'est depuis que Trump est arrivé, ils n'arrivent plus à avoir assez de Mexicains dans leurs champs. Donc pas de bol, on va remplacer ça avec des robots. J'ai perdu le son, non? C'est bon. Emma, vous connaissez le supermarché d'Alibaba, ils ont un certain nombre là, ils avaient déjà un restaurant, mais là ils sont passés encore à la vitesse du dessus. Maintenant vous avez le restaurant avec les petits robots qui viennent vous livrer. Donc c'est un peu comme les magasins de sushi, mais encore l'étape d'après. Donc là vous faites votre commande et c'est le robot qui vous amène votre plat directement commandé depuis votre mobile avec le QR code de votre table. Voilà. On a évidemment sur le back-office AC qui est le drone qui vous fait l'inventaire des stocks en volant. On a les robots inventaires en supermarché, en point de vente pour vérifier si il manque des choses ou tout simplement pour calculer les stocks. Bossa Nova qui fait la même chose chez Walmart. Et puis pour terminer sur la data et l'IA, alors j'aurais pu vous mettre énormément de choses puisque c'est un sujet très chaud chez beaucoup de monde. On a tous vu Amazon Go arriver, donc tout le monde se pose la question demain comment je simplifie ce passage en caisse pour idéalement... Bon, aujourd'hui, je peux scanner déjà chez Monoprix ou chez d'autres avec mon code barre, mais l'idée, avec une application mobile, l'idée, c'est vraiment demain de pouvoir être détecté quasiment automatiquement. On voit bien qu'au-delà de ça, on a toute une armée de nouveaux acteurs, de pure players, de digital native vertical brand, enfin en tout cas de marques qui sont nées à l'heure du digital, qui sont en train d'aller attaquer tous les segments. Là, c'est l'exemple sur P&G que Sib Insight nous avait listé. Voilà, on a un déluge de nouvelles petites marques qui soit sont green, soit sont innovantes, soit ont compris quelque chose ou se vendent, je sais pas, par box ou par abonnement, ou en tout cas utilisent le digital à fond. Et on voit qu'il y a un nombre de technologies, donc le vocal avec Google Home, Amazon Echo et toutes les autres. On a la réalité augmentée, la Style My Hair, donc chez L'Oréal. On a la réalité virtuelle, bon, qui a encore un peu du mal à décoller. On a tout ce qui est biométrie. Alors en Chine, évidemment, ils n'ont pas la CNIL ni le RGPD, donc forcément, on peut s'amuser à faire des choses un peu plus simples, ou en tout cas à base d'un petit peu plus de data. Mais on voit que votre job, il n'est pas simple. D'un seul coup, il y a énormément de sujets. En même temps, on ne peut pas tout faire. On n'a pas l'argent de tout faire. Tout n'est pas mature non plus. En même temps, si j'y vais pas et si j'expérimente pas, j'apprends pas. Mais à quel moment c'est rentable de le faire?
avec le temps, les technologies se démocratisent, deviennent moins chères et deviennent plus matures. Donc, il faut attraper finalement les choses au bon moment. Et donc, effectivement, un professeur en données aux États-Unis disait, sans data, vous êtes juste une personne de plus avec un avis. Et c'est vrai que souvent, on a plein d'avis, surtout en France. Donc, c'est pas évident, c'est de passer de cet avis finalement à quelque chose de plus prouvé. On voit bien que ça soit sur l'identification des besoins clients, la création du produit, les tests du produit, le lancement du produit, le marketing et la transaction. Finalement, sur tous ces sujets-là, il y a un déluge de startups qui doivent vous contacter tous les jours. Et en même temps, c'est pas simple parce que voilà, on peut pas tout tester, on peut pas tout changer. Il faut que les clients soient matures. On voit bien qu'il y a aussi toute la partie tracking en point de vente. Finalement, notre Google Analytics qu'on va essayer de retrouver en point de vente avec les zones chaudes, les zones froides, qu'est-ce que les gens ont pris ou pas. On a tous testé le Wi-Fi, les beacons, le tracking caméra. Donc on voit que les choses sont plus ou moins mûres. On voit des choses aussi simples comme Domino's Pizza par exemple, qui aujourd'hui vous permet à identifier sur la carte dans son appli finalement 150 000 lieux aux États-Unis qui sont pas forcément votre adresse. Donc eux ils se sont dit finalement un endroit où on peut consommer la pizza, c'est à la plage, dans le parc. Et donc finalement pour créer des points de vente en plus, il faut bien trouver l'adresse où livrer. Donc du coup ils ont intégré ça. Voilà un truc tout bête avec de la data. Voilà. Le cas de Casino, je ne sais pas si vous y êtes allé, qui est au rond-point des Champs-Élysées, que je vous invite à aller voir, assez intéressant, qui est censé être un peu le Amazon Go à la française. La réalité pour le moment, pour ceux qui sont allés, vous avez certainement vu, c'est qu'il faut encore scanner les produits, mais ils ont déjà installé les caméras avec la Startup 22, et ils sont en train de comparer ce que les caméras sont capables de détecter automatiquement, quelle est la marge d'erreur par rapport aux vraies sorties de caisse. Et pour le moment, c'est encore pas tout à fait acceptable, mais là encore, c'est intéressant, c'est pas tout ou rien, c'est pas je fais de l'IA ou je fais pas de l'IA, c'est je teste des choses, machine learning, je vais devoir apprendre, je vais améliorer mon algorithme, je vais l'entraîner, et peut-être qu'au moment où ça va devenir acceptable, je vais switcher. Et donc aujourd'hui, on peut payer avec Alipay, on peut payer avec WeChat, c'est ouvert la nuit aux membres avec la carte. C'est aussi pas juste de la techno, mais c'est un choix de produit. Ils ont un moteur de recherche qui est assez drôle. Vous mettez des critères pour choisir un alcool et ça va allumer derrière les bouteilles, les bonnes bouteilles. Donc finalement, c'est un peu comme un moteur de recherche, mais physique. Donc là aussi, c'est intéressant en tout cas de tester les choses et je ne sais pas si tout marchera, mais en tout cas on teste. Et juste pour terminer, Walmart, ils ont quand même déposé un brevet pour mettre un magasin chez vous qui sera rechargé automatiquement par drone, qui vous montre des produits chez vous et après vous décidez ou pas de les acheter. Donc voilà, peut-être que demain il y aura même plus à se déplacer, il y aura même plus à commander dans son app, il y aura même plus à aller au point de vente automatisé. Peut-être que de toute façon on aura déjà les trucs dans son frigo et ils se déloqueront en fonction de ce qu'on consomme. Donc pourquoi pas. Donc j'ai envie de dire le champ des possibles est ouvert. Il y a énormément de choses. Demain, au-delà de la nutrition, il y aura aussi des sujets sur la santé, personnaliser, diagnostiquer la consommation et le métabolisme de chaque personne et être capable demain quasiment de le conseiller sur sa diététique, voire sur sa santé. Et loin de moi l'idée de dire que les grands groupes sont pas déjà en train de faire plein de choses. Ça, c'est une liste partielle des rachats et investissements de start-up par Coca-Cola, qui est quelque part dans la salle, P&G, Unilever, Nestlé, qui est aussi là. Enfin voilà, ça bouge, ça phosphore. Je pense que tous vos groupes ou toutes vos marques sont déjà très conscientes. Après, la question, elle est bien posée. C'est quoi le timing des gros changements de la consommation? Et ça, je pense que c'est la question à 100 000. C'est... tout le monde a conscience que ça bouge. Maintenant, c'est où est-ce qu'on investit, à quelle vitesse, est-ce qu'on prend des parts, est-ce qu'on fait des POC, est-ce qu'on fait des partenariats, est-ce qu'on lance des choses nous-mêmes, est-ce qu'on attend que les technos soient matures et on rachète. On voit bien, voilà, le champ des possibles est grand, mais en même temps, c'est ça qui fait la richesse de vos métiers. Donc, je vais m'arrêter là avant de passer la parole à Temedio, mais en tout cas j'ai envie de vous dire, vous n'allez pas vous ennuyer. Il y a beaucoup de choses, c'est riche et je pense qu'il a été jamais aussi intéressant de travailler dans le commerce, parce que je ne sais même pas si je devrais dire que le retail, parce que maintenant on est dans le multicanal, omnicanal. Voilà, je vous remercie et je vais passer la parole à Temedio. Vous nous parlez du cas Blédina. Merci Emmanuel. Énorme change, 75 slides en 10 minutes, c'est énorme. Bon, bonjour à toutes et à tous, je suis ravi d'être là, je suis Nicolas Blandel, je suis le président cofondateur de Temedio. Bon, Temedio, rapidement, on répond à deux grands enjeux.
Premier enjeu, permettre aux retailers français de valoriser leurs data transactionnelles dans l'écosystème digital. Leurs data transactionnelles, ce sont les données de carte de fidélité, les tickets de caisse, donc des vrais gens qui consomment des vrais produits, qui sont vendus aux marques industrielles, aux acteurs de CPG, FMCG. Donc ça, c'est le premier enjeu. Et le deuxième enjeu, c'est de permettre aux marques industrielles de rentrer en contact enfin avec des vrais gens qui consomment des vrais produits et de permettre à ces marques industrielles de mesurer l'impact des investissements médias, de ce ciblage, dans les ventes, aussi bien dans le digital, sur la partie drive, mais aussi dans les magasins physiques. Alors, juste, qu'est-ce qui se passe? On va parler de retail média. Qu'est-ce qui se passe dans cet écosystème? Ça donne quoi? Et en vrai, je vais vous présenter le cas Blédina, groupe Danone, hein, qui est notre plus gros client aujourd'hui dans ce dispositif Data Shopper. Alors, il se passe quoi? Je pense que, Emmanuel l'a dit, l'écosystème du retail est en plein bouleversement. Je pense que c'est principalement dû aussi on va dire, grâce à Amazon. En tout cas, moi, je dirais grâce à Amazon. On voit bien qu'Amazon a fait le pas depuis maintenant plus d'1 an dans le réseau physique, en rachetant Whole Foods. Amazon, c'est la 3e régie de vente publicitaire aux États-Unis, après Google et Facebook. Donc très clairement, il y a un bouleversement. Ça bouge les cartes et les retailers se posent des questions. Les retailers français et autres retailers dans le monde se posent des questions. De l'autre côté, il y a un monde du média qui est un peu opaque, parfois qui a été un peu en carpet bombing, qui a manqué, on va dire, de personnalisation et de personnaliser son marketing. Et d'ailleurs, les consommateurs ont réagi dans ce cadre-là, en faisant des adblocks, en chargeant des adblocks et autres. Et le moyen de rapprocher, on va dire, ces deux mondes-là aujourd'hui, c'est bien entendu la data. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme dispositif à vous, marques industrielles, hein, pour pouvoir rentrer avec vos meilleurs consommateurs, vos clients? Bon, globalement, il y en a 3. Je parle que du digital, hein, je parle pas de tout ce qui existe dans le offline depuis des décennies. Dans le digital, bien entendu, vous avez tout ce qui est référencement et achat de mots-clés dans la partie retail search. Vous avez tous les dispositifs on-site, donc avec des sociétés comme Storytel qui ont été rachetées par Criteo, Budgetbox, donc qui proposent pourquoi pas un coupon de réduction sur l'achat de la bouteille Coca de 75 centilitres, à acheter directement sur l'écosystème Drive du retailer. Et puis vous avez un nouveau dispositif qui s'appelle l'extension d'audience. L'extension d'audience, c'est d'aller chercher en fait le consommateur à l'extérieur de l'écosystème du retailer. Et ça, c'est notre business, ça, c'est notre job qu'on fait chez Temelio avec cet enjeu-là. Alors, les défis de l'extension d'audience, c'est quoi? La première chose, c'est la réconciliation du monde offline, carte de fidélité, ticket de caisse avec l'écosystème digital. J'ai omis de vous dire en introduction, en fait, Temelio, c'est le premier onboarder français. L'onboarding, c'est quoi? C'est une technologie qui permet de réconcilier massivement, instantanément et simplement des millions et des millions de données qui proviennent des cartes de fidélité avec l'écosystème digital étant les médias digitaux et entre autres le média programmatique. Donc ça, c'est le premier brique indispensable qui est la réconciliation massive et instantanée. Ensuite, c'est un dispositif qui est totalement intégré, c'est-à-dire que la donnée ne transite pas d'un partenaire A vers un partenaire B, tout est piloté en interne, intégré chez nous. Nous sommes une société française, toutes les données et tous nos serveurs sont en France. Et ensuite, il y a tout un sujet, bien entendu, de brand safety, délivrabilité des campagnes, aller toucher cette cible dans un écosystème hyper propre, permettant en effet à la marque industrielle de pouvoir enfin rentrer massivement en contact avec ses propres clients ou la catégorie de produits qu'il aura choisi ou la catégorie de rayon. Bon, rapidement, Temelio, c'est un tiers de confiance aujourd'hui dans cet écosystème, ce qui nous permet aussi bien de discuter avec les différents retailers pour pouvoir en effet les amener à créer, peut-être pas obligatoirement une alliance, mais une réflexion autour du fait qu'il faudrait qu'il y ait un maximum de data transactionnelle qui proviennent de l'écosystème offline, disponible aujourd'hui dans le digital. Et d'un autre côté, on discute avec toutes les marques. Donc on est au milieu, en effet, pour pouvoir faire le pont entre un écosystème retailer et un écosystème des marques. Tout est piloté et intégré chez nous. Alors ça donne quoi? Notre premier retailer à nous avoir fait confiance, ça fait plus d'1 an, c'est Auchan Retail France.
Auchan Retail France, c'est plusieurs millions d'encartés, c'est 600 magasins et c'est 34 millions de transactions. Donc on récupère tous les codes EAN qui nous permettent en effet de pouvoir cibler des individus dans l'écosystème digital et de pouvoir surtout aller mesurer l'impact des investissements sur les ventes réalisées aussi bien sur le drive d'Auchan que dans le réseau physique. J'ai un petit film qui va vous présenter rapidement Data Shopper en 1 minute. Camille a 35 ans, 2 enfants. Consommatrice de produits bio, elle aime le chocolat noir. Comme 90% des consommateurs français, Camille se rend en grande surface ou dans un point de vente physique pour faire ses achats. Grâce à sa carte de fidélité, nous connaissons ses habitudes d'achat, ses produits préférés, son lieu d'habitation ou encore la composition de son foyer. Comme à chacun de vos consommateurs, nous avons attribué à Camille un identifiant Temelio, unique et anonymisé, relié à l'ensemble de ses devices. Avec cet identifiant unique, nous pouvons la cibler dans le digital de manière individualisée. Nous pouvons lui proposer des publicités personnalisées en fonction de ses habitudes d'achat, avec des bannières display, de la publicité vidéo et d'autres formats à fort impact. Et lorsque Camille se rend dans son enseigne préférée dans les semaines qui suivent, nous pouvons mesurer son comportement d'achat en magasin. Avec Data Shopper, ce sont des millions de consommateurs comme Camille que nous connectons au digital pour un ciblage média plus pertinent, mesurer l'impact sur les ventes en magasin et apporter une meilleure connaissance client aux marques de la grande consommation. C'est super ce qu'on fait, hein. Première question, combien de temps pour mettre en place un projet de Data Shopper? Alors, pour la marque industrielle, c'est quelques jours. Ciblage, et à partir de là, on peut commencer à délivrer la campagne. Par contre, bien entendu, la mesure de l'impact ensuite se fait pendant et a posteriori de la campagne. Donc, on va analyser le chiffre d'affaires généré sur les gens qu'on aura ciblés. Je pense que vous avez compris, il y a 3 briques essentielles. La première brique, c'est la data transactionnelle, des vrais gens qui consomment des vrais produits, le média programmatique, et ensuite la mesure de l'impact de ces investissements sur les ventes. 1500 critères de ciblage disponibles, ça c'est assez classique. C'est de toute façon toutes les informations qui sont disponibles via la traçabilité de la carte de fidélité. Et bien entendu, les différents formats qu'on propose aujourd'hui, c'est principalement format traditionnel IAB et de la vidéo en ligne. Pour information, 90% de notre chiffre d'affaires réalisé se fait sur de la vidéo en ligne. Donc on est vraiment sur des opérations brand marketing, innovation. On a des approches différentes après sur la partie trend marketing et vente. Alors et en vrai, je pense que c'est ça qui est le plus intéressant parce que j'aurais pu vous raconter des heures et des heures d'histoire sur la data, mais je pense que le meilleur c'est les chiffres. Alors on est sur une période spécifique pour Blédina. C'est vraiment un objectif d'acquisition client. Blédina, donc je voulais remercier Thomas Demondion d'ailleurs du groupe Danone, nous autoriser à prendre la parole et à communiquer les chiffres que vous allez voir. Alors, sa priorité, c'est cibler des foyers qui ont des enfants. Donc, mais cette fois-ci, c'est 100% couverture sur cible, en tout cas sur la donnée qu'on leur a mis à disposition. Ce qui est très différent des tests qu'ils ont pu mener sur la donnée prédictive et ainsi de suite. Donc là, ils veulent toucher des bébés de 6 à 36 mois. Donc on a été chercher en effet tous ceux qui achetaient des produits infantiles, toute la partie consommation avérée qui touche des enfants de 6 à 36 mois. Il y avait 2 formats. Un format IAB. Le savoir-faire de Blédina a pris tout doux. Alors génial, 6 secondes. Pour le digital, c'est top, ça, super impactant. Donc complétion, visibilité juste énorme. Et donc du coup, la période a eu lieu, enfin la campagne a eu lieu du 15 mars au 30 mai avec une analyse a posteriori. Alors voilà les chiffres. Alors comment on fait les uplifts, la méthodologie, je ne veux pas trop rentrer dans, c'est assez simple. Vous avez donc un témoin qui sont des acheteurs qui n'ont pas du tout été ciblés, donc qui n'ont jamais vu la campagne. Et de l'autre côté, des acheteurs ciblés bien entendu et qui ont vu le média, que ce soit la bannière ou la vidéo. Donc on a un uplift de chiffre d'affaires entre la cible versus le témoin.
qui est beaucoup plus important sur la partie vidéo. C'est pas très étonnant, c'est quand même très en termes d'actualité sur ce format-là, c'est quand même top. Donc il y a une augmentation du chiffre d'affaires, il y a surtout une augmentation du nombre de produits achetés, avec des produits qui sont un peu plus chers que la moyenne. Alors ensuite, il y a un calcul de ROI. Alors le calcul de ROI, je veux être très précis là-dessus, c'est dans le périmètre Auchan. On n'a pas accès aujourd'hui aux données de Carrefour, de Leclerc, etc. Et Auchan Retail France a un taux de nourriture que vous connaissez tous, qui est entre 20 et 30%. Et donc, nous, on a une capacité de pouvoir tracer l'individu qui a vu la bannière ou qui a vu la vidéo sur ces ventes qui ont été réalisées, du coup, que dans l'écosystème Auchan. Donc voilà, donc 1.22 dans l'écosystème Auchan Retail France, ce qui ne veut pas dire qu'il y a des gens qu'on a ciblés, qui ont vu la vidéo, mais qui ont été acheter le produit chez un autre retailer. Clairement, là, les ambitions pour nous, dans ce cadre-là, c'est clairement de créer une alliance la plus massive et la plus globale possible avec différents autres enseignes du retail. Et ce sont des sujets, je vous confirme, qui avancent aujourd'hui chez les retailers du fait de notre neutralité, de notre indépendance et de notre capacité à proposer une offre qui est complètement intégrée et pilotée par Temelio. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions? Parce que pour ma part... Ouais, c'était la dernière slide, j'en avais pas 75, j'en avais 14. Et j'ai tenu en 11 minutes 46, vous m'avez donné 15 minutes, j'ai 4 minutes pour répondre aux questions, 3 minutes pour répondre aux questions. Alors, parce que comme il n'y a qu'une question, est-ce que vous avez des questions? J'ai été clair à ce point-là, je pense que vous avez... Pas de questions? Jérôme? Ah, si, devant. Hein? Je vais passer Oui. le micro. Merci. Bonsoir. Identifiant unique et RGPD, je pense qu'on doit vous le soumettre tous les jours, donc je vous laisse... J'aurais dû tout de suite se faire dans la première slide là-dessus, en fait. Non, mais c'est un vrai, bien entendu, c'est un énorme sujet. Bon, c'est pas un sujet qui est très nouveau chez Temelio, la société existe depuis 2011, donc on s'est préparé, on sait que depuis 2 ans que ça allait arriver, donc la RGPD. 2 sujets sur la RGPD, d'un côté le retailer, qui se doit d'être en conformité au niveau de ce règlement général de la protection des données. Premier point. Et nous, de notre côté, en effet, on a le consentement express de l'ensemble des individus sur la collecte de données individuelles et personnelles. Et on a commencé à créer notre référentiel d'onboarding en 2014. Et dès 2014, on a commencé à faire des déclarations CNIL au niveau de la dépose de cookies, comme quoi c'était de la donnée individuelle et personnelle. Donc, pour faire simple sur la partie RGPD, parce qu'on peut y faire aussi une conférence entière, d'un côté, le retailer se doit d'être en conformité, et nous, Temelio, on se doit d'être en conformité, sans compter que tous nos serveurs sont hébergés, sécurisés en France, que la donnée, on n'a aucune donnée individuelle et personnelle, en clair, tout est haché, pseudo-anonymisé, pour prendre exactement le terme de la RGPD là-dessus. Donc voilà, donc les deux, l'ensemble de l'écosystème se doit en effet de respecter ce sujet-là. Tu as une question au tableau là-bas, de nouveaux partenaires retailers à venir en plus d'Auchan. Non, je ne peux pas en parler malheureusement parce que c'est pas signé, on est vraiment dans des éléments contractuels. Et donc ça aurait été vraiment un plaisir de pouvoir vous l'annoncer aujourd'hui, mais en effet ça doit se finaliser sur cette fin d'année et je serais ravi potentiellement de reprendre la parole chez Hub pour vous présenter ce deuxième retailer qui va être très complémentaire en tout cas au Auchan. S'il y a des volontaires, Nicolas est disponible. Après. Ah oui, je suis ravi de. Bon, je connais à peu près tous les retailers français. Vous vous doutez, on discute avec tous. Mais notre plateforme, elle se doit d'être multi-retailer et surtout multi-verticale parce que la partie alimentaire, c'est super intéressant, mais il y a aussi d'autres verticales à aller explorer dans le cadre de cette data transactionnelle. Une dernière question. C'est clair pour tout le monde. Bon, merci beaucoup, Nicolas. Merci à vous. Et donc, je vais appeler sur scène Emmanuelle Paille, voilà, qui est directrice digitale CRM et influence au groupe Bell, Vinciane Mazur, voilà, qui va nous rejoindre du fond, qui est Head of e-commerce et digital chez France Boisson, et Samuel Barou, qui est CDO du groupe Nestlé en France.
Ouais, l'idée, ça va être de effectivement parler un petit peu de tous ces sujets. Alors, on va démarrer avec Emmanuel. Donc Emmanuel, tu travailles au groupe Bell, donc qui est un peu un des acteurs incontournables du secteur de la fromagerie. Vous êtes le 3e fromager mondial, quand même. Alors, bon, je sais qu'il y a quelques pays qui ne doivent pas manger de fromage, mais ça fait du volume. Justement, quel regard tu portes sur l'impact de la transformation digitale? Tout le monde en parle déjà depuis longtemps, mais spécifiquement dans l'industrie agroalimentaire. J'ai l'impression qu'il y en a qui sont partis vite, qu'il y en a d'autres qui n'ont pas vraiment encore démarré. Donc, comment tu vois un petit peu le marché? Merci beaucoup déjà, ravi d'être avec vous ce soir. Vaste question. Je pense que tu l'as aussi très bien décrit en introduction. Il y a 2 grands drivers traditionnellement dans ces transformations digitales. Les évolutions des attentes et des usages conso, et puis l'évolution de la technologie et des services. Et donc aujourd'hui, on arrive clairement à une forme de maturité sur ces 2 dimensions, avec dans les usages et les attentes, en tout cas pour le marché du fromage, mais je pense que c'est assez global sur l'agroalimentaire, une tendance à la responsabilisation de l'achat et de la consommation. Je pense que plus que jamais, s'alimenter, c'est un espèce d'acte porteur de sens, voire pratiquement militant dans certains cas. Donc porteur de questionnement consommateur plus que jamais. Et puis la deuxième mouvance, c'est vraiment la fragmentation de la norme alimentaire. Quand j'étais plus jeune, on mangeait comme tout le monde et on se posait pas trop de questions. Aujourd'hui, manger comme tout le monde, j'ai envie de dire, ça existe pratiquement plus. Donc on mange flexitarien, on mange végétarien, on mange bio, on mange des insectes demain. Donc voilà, il y a une fragmentation de cette norme alimentaire qui, encore une fois, pose des enjeux en termes de communication, on va dire d'enjeux marketing et de la manière de les adresser. Par rapport à toute l'évolution data dont on a parlé juste avant, de quelle manière est-ce qu'on peut réconcilier les deux ? Donc on est sur des marchés qui restent des marchés assez mass média, mais qui néanmoins aujourd'hui ont besoin d'être quand même complétés avec des prises de parole fortes sur certaines cibles, sur certains thèmes. Je vais tout casser, mais c'est pas grave. Voilà, donc les missions de la transformation digitale, pour en revenir là-dessus, pour moi il y en a 3. Il y a de quelle manière est-ce que ça transforme des approches médias. Deuxièmement, de quelle manière est-ce qu'on est dans l'obligation de l'information et du dialogue de manière la plus transparente et sincère possible de notre part. Et troisièmement, comment est-ce qu'on va gagner des petits bouts de part de voix et de part de marché, bien sûr, dans un parcours shopper qui est devenu très digital, avec une fragmentation, on va dire, des sources d'achat de plus en plus grande. Alors, tu as parlé de ces 3 sujets et des changements conso, juste peut-être quand même sur l'aspect techno aussi, par rapport à toutes les briques qu'on a pu voir débarquer. Peut-être un petit mot là-dessus C'est vrai que nous, s'il y a une chose qu'on regarde en particulier depuis un an, c'est le sujet qu'a abordé Temelio et beaucoup d'autres acteurs aujourd'hui, qui est cette data shopper. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui à la fois croiser une data shopper de plus en plus qualifiée sur le marché, en même temps rester sur des reach significatifs, puisque mes collègues seront moyennement intéressés par des reach trop petits. On va chercher quand même à avoir un impact marché assez fort. Voilà, donc c'est la réconciliation de ces 2 enjeux qu'on cherche aujourd'hui. Merci. Alors Samuel, justement, chez Nestlé, toi, ça fait 3 ans maintenant que voilà, tu fais de la transfo tous les jours avec pas mal de marques. Justement, niveau enjeu, mais aussi niveau défi, c'est quoi ton avis sur le marché, sur votre marché et ton organisation ? Je vais rejoindre un certain nombre de points qui ont été partagés tout à l'heure. En fait, le consommateur a un comportement qui change et globalement, si nous voulons continuer de lui produire des options pour son alimentation qui soient satisfaisantes et pertinentes, il faut aussi qu'on change dans la façon qu'on a de lui présenter, de lui rendre disponible et de l'informer. Donc aujourd'hui, on est vraiment passé du carnet de recettes de grand-mère à des 1,6 milliard de requêtes recettes sur Google de manière annuelle. On est aussi passé du samedi matin passé en hypermarché où on suivait son caddie de manière assez plan-plan avec les enfants qui couraient dans tous les sens, donc un beau casse-tête, à un petit shopping le soir dans son canapé et une livraison en drive à hauteur environ sur le marché alimentaire de 6% du marché. Et ça, c'est sans compter les petits plats préparés où on voit en ce moment toutes les chaînes de livraison à domicile qui sont en train de bombarder en termes de discount. Donc clairement, elles ont, je pense, une forte pression de leur fonds pour pouvoir aborder une fin d'année sereine et donner des chiffres pour pouvoir atteindre les chiffres du BP.
Et après, il y a aussi tout ce qu'on mentionnait sur tout simplement informer le conso avec des millions de scans sur Yuka. Donc aujourd'hui, on a vraiment besoin, au niveau de la transformation dans l'entreprise, d'aller casser les silos marketing et commerce. Ça, c'est une transformation assez lourde en termes de nouvelles façons de travailler. On doit aussi, deuxièmement, aller chercher de nouvelles pratiques. Donc, on a parlé tout à l'heure de la digitalisation du média, c'est comment est-ce qu'on fait du média programmatique, comment est-ce qu'on fait du search, que ce soit payant, organique, comment est-ce qu'on fait du DCO, etc. Tous ces acronymes, en fait, une longue liste qui n'en finit plus, qu'il faut apporter chez nos équipes, et c'est aussi valable sur la population marketing que sur la population commerciale, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, quand un distributeur commence à parler à nos équipes clients d'une contrepartie financière à du tarif pour aller acheter un plan de bannière, il faut expliquer à notre équipe commerciale ce que c'est que de la visibilité, ce que c'est qu'un VCPM, etc. Imaginez les chocs culturels quand à la base on était là juste pour négocier du 3net. Et puis, troisièmement, c'est aussi aller chercher beaucoup plus profond dans ce qu'on sait faire quand on est un industriel. Il faut aller remettre en question sa chaîne de production, il faut aller titiller l'industriel qui s'est construit et développé en optimisation avec d'année en année toujours plus de massification, et lui dire qu'aujourd'hui, il faut aller chercher du variable, il faut aller chercher des petites séries pour aller répondre aux attentes du consommateur. Donc tout ça, c'est de l'innovation. Cette transformation, ça va passer par de l'innovation sur de l'humain, de l'innovation de process, et il va falloir continuer parce qu'on est juste au début du chemin, je pense. Alors Vinciane, si on peut récupérer le micro, voilà. Donc tu es chez France Boisson. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est une filiale à 100% de Heineken France. Donc toi, c'est encore un peu différent en termes de distribution. Tu as 54 000 clients opérateurs de restauration hors domicile, donc Horeca, quoi, enfin hôtel, restaurant, café. Tu as 13 centres de distribution, parce que ça pèse lourd, il faut faire la logistique. Donc voilà, quand on est sur ce type de métier-là et de produits-là, hein, ça va de la bière au vin en passant par les softs, comment tu vois un petit peu cette transformation de ton côté ? Alors oui, chez France Boisson, c'est vrai que la transformation, on l'a initiée il y a maintenant 3 ans, sur un principe déjà qui est simple, c'est que c'est un marché, le café, hôtel, restaurant, c'est un marché qui peut paraître à la fois très traditionnel, et en fait c'est un marché qui bouge beaucoup. Il y a des nouveaux acteurs, il y a des nouveaux modes de consommation. Quand on parle de tous les modes de consommation qu'on a vus tout à l'heure, ils ne se retrouvent pas que dans des hypermarchés, mais également dans le point de restauration, où vous allez prendre votre déjeuner, votre dîner, et donc les acteurs qui gèrent ce type de point de vente sont en train d'évoluer. Et donc c'est vrai que France Boisson, il faut... ça a été important aussi pour nous d'être un acteur important dans cette dimension. On est une entreprise leader, et donc il était important de se lancer aussi dans cette transformation de ce marché d'hors domicile. Et donc on a lancé cette transformation e-commerce. Et finalement, ça veut dire quoi ? Eh bien, la première chose, c'est un projet d'entreprise. C'est un projet qui est, en effet, quand on parle de silo, c'est pas mettre un catalogue en ligne et le proposer aux clients. Ça, j'ai envie de dire, c'est pas très compliqué. Non, c'est vraiment un projet e-commerce, un projet digital, un projet de transformation, et ça passe par toutes les étapes de l'entreprise. Donc ça a vraiment été la première étape, j'ai envie de dire la plus importante, avec la définition d'un objectif. Pour nous, il est quoi ? Pourquoi on fait cette transformation ? C'est pour être au service du client, et donc si on est au service du client, ce sera forcément au service du business. Et donc derrière tout ça, c'est la transformation IT, technologique. On est une entreprise qui a pas 5-6 ans, une entreprise assez historique. L'IT avait aussi une vision parfois un peu historique. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on passe sur des méthodes agiles, sur des visions de sprint. On travaille dans une autre équipe de développement, on a d'autres outils. Et donc, c'est vrai que depuis 2 ans, il y a une vraie transformation générale qui se met en place. Ça peut passer également par la création d'articles. Aujourd'hui, une création d'articles, quand on était dans une entreprise plus B2B, on pouvait imaginer que voilà, le créer dans SAP avec le code article qui va bien était finalement suffisant. Eh bien non, si on pense au client, c'est d'avoir le bon visuel, c'est d'avoir le bon descriptif, c'est d'avoir les bons éléments, afin que si le client, le point de vente, a la meilleure information au niveau du produit, il pourra être le mieux capable possible également de le vendre à son consommateur final. Et quand on a 12 000 références au total, eh bien c'est vraiment extrêmement important d'avoir ce type d'information.
Et c'est surtout une transformation au niveau des commerciaux et des équipes commerciales. C'est vrai qu'aujourd'hui, on pouvait avoir une image très traditionnelle. Eh bien, il faut doter ces équipes commerciales de nouveaux outils leur permettant d'être le plus proactifs et de répondre à l'ensemble des demandes des clients. Et donc ça a été vraiment pour nous un challenge extrêmement important. Et c'est vrai qu'on est passé par beaucoup de co-création avec eux afin de se dire, eh bien, finalement, demain, quel est le customer journey, quel est le parcours du client, et dans une vraie vision omnicanale avec nos équipes commerciales pour qu'elles s'approprient également ces nouveaux outils. Merci beaucoup, Vinciane. Alors, Emmanuel, justement, Nicolas parlait tout à l'heure de rapprocher le offline et le online. Vous passez un peu du mass média au mix média. Et justement, là, vous avez fait des tests avec une campagne Phygital depuis mai 2018, avec de la télé, avec du mobile, avec du in-store. C'est un peu toujours le Graal, hein. Finalement, c'est facile de dire le mot omnicanal, c'est plus compliqué de le faire en vrai. Justement, ça fait maintenant quelques mois que ça a été lancé. Est-ce que tu peux partager quelques résultats avec nous ? Alors, on va parler de plusieurs campagnes. C'est-à-dire que quand on réfléchit sur l'utilisation de la data avec l'équipe, pour nous, il y a différentes dimensions. Il y a une data qui est au service de segments stratégiques, donc des segments de conso qui sont des segments de conquête pour nous demain, ou des segments de rétention sur lesquels il y a potentiellement de la fragilité aujourd'hui. Donc à titre d'exemple, effectivement, des campagnes qui sont ciblées autour de produits bio, sur des cibles bio, et encore une fois, cible bio, qu'est-ce que ça veut dire, hein, parce que la difficulté de l'usage de la data après, c'est de savoir caractériser un peu exactement quel type de cible on recherche. Et les bio aujourd'hui, il y en a des réguliers, des occasionnels, des GSS, des GMS, etc. Donc on définit ça assez précisément avec l'équipe marketing, quelle est la cible qu'on a envie d'aller chercher au sein de ces acheteurs bio, par exemple. Donc je parle de campagne au service de mini baby bio, à titre d'exemple, sur lequel, oui, aujourd'hui, on voit, à travers des KPI médias et des KPI, on va dire, d'intérêt et d'engagement, une performance significative sur des segments avec un reach puissant, donc qui se chiffre en millions d'utilisateurs. Donc ça, c'est un premier type vraiment de travail sur lequel on est engagé sur identifier les cibles stratégiques, quelles sont on va dire la bonne manière de la caractériser, et où trouver les providers de data online et offline qui nous permettent de les identifier. Le deuxième point, c'est aussi des moments de consommation. Donc ça, c'est un autre type de campagne sur lequel on travaille. Je l'ai dit en introduction, mais la fragmentation des usages aujourd'hui, de l'apéro qui change, du goûter qui change, si vous avez vu certaines de nos campagnes dernièrement, on essaye de s'introduire, on veut, on va dire, participer à ces mouvements de croissance sur les nouveaux moments de consommation. Donc pareil, il y a une data en termes de moments de conso dans la journée, en termes de typologie de mamans qui peuvent être plus attentives au bien manger de leurs enfants au goûter, et à se dire, au-delà du granola, je peux peut-être essayer un Kiri ou essayer un mini baby, et ça va bien se passer, et ça se passe bien. Donc voilà, il y a même chose des moments de conso sur lesquels on a un travail, un deuxième axe de travail. Et puis le troisième auquel vous faites référence, c'est une campagne au service de la marque Vache qui rit, sur lequel on a voulu tester une dimension géolocalisation. Alors là, c'est, pour être tout à fait franc, je pense qu'on n'a pas encore craqué, parce que quand on est distribué en mass média, qu'est-ce que ça veut dire la géolocalisation, puisqu'on est partout. Et en même temps, on sait qu'on a des assets de marque très forts, on sait qu'on peut créer de la proximité et qu'on a aussi une dimension d'achat d'impulsion assez forte. Donc cette dimension qui consiste à se dire je vais faire de la présence à l'esprit dans un rayon de chalandise assez précis, dans un timing dans lequel éventuellement la personne va faire ses courses et je vais lui donner rendez-vous en magasin, donc sur des items mobiles, avec la présence d'une mascotte Vache qui rit qui est largement plébiscitée par nos consos. Donc là, c'était pendant le Tour de France, hein, c'est ça ? Voilà, exactement. Le Tour de France de la mascotte, donc sur lequel on a identifié avec l'aide, et je reviens sur ce que Samuel disait aussi, sur la nécessité de transversalité, avec l'aide de l'équipe, donc CMM, côté commerciaux, pour se dire quelles sont les bonnes zones de chalandise à aller traquer, et à l'aide de data Facebook, on va dire, ciblées assez précisément. Donc ça, c'est aujourd'hui, en termes, pour être tout à fait transparent, de résultats business assez, on va dire, faibles, on va le dire franchement. En revanche, énorme taux d'engagement et énorme dimension de proximité. C'est-à-dire, tout d'un coup, j'ai une marque globale qui me parle avec le sentiment qu'elle m'adresse un message plus proche de chez moi et plus, on va dire, plus proche. Voilà. Alors je pose une petite question, j'en profite. En chiffres, quelle est la part de l'expérience client digitale par rapport à celle physique au sein de chacune de vos organisations ? J'imagine c'est en termes d'équipe ou de moyens, la part entre les gens qui font du digital et qui font du tradi, si j'ai bien compris la question. Je ne sais pas qui l'a posée.
Alors nous, on a des équipes marques, donc j'aurais tendance à répondre que nous, notre expertise digital CRM est vraiment forte par rapport aux équipes marques. C'est-à-dire qu'il y a des équipes marques traditionnellement organisées de manière classique, et nous, on a une équipe de 7 personnes, et on est vraiment dédié à ces expertises digital CRM avec les marques, pour les aider à les embarquer dans toutes ces problématiques de data qui commencent généralement par combien de personnes je vais toucher à côté de ce que je fais en télé. Donc un peu un centre de compétences transverses qui vient Exactement. appuyer les marques. Super. Alors Vinciane, alors toi, justement, de ton côté, comment s'organiser le online et le offline ? Juste pour répondre à la même question. Pour la même question. Alors effectivement, on a 350 commerciaux sur le terrain, donc effectivement, on est un tout petit peu moins en siège. Par contre, au niveau du siège, on est quand même relativement très représenté, puisque France Boisson, l'équipe, support de France Boisson, parmi Heineken, c'est 70 personnes. Et nous sommes 10 personnes au digital. Donc c'est pas mal. Et on a également des équipes dédiées au sein du groupe Heineken en termes de développement technologique qui sont autour d'une trentaine, quarantaine de personnes. Donc on n'est pas majoritaire, très clairement pas. Mais on a quand même effectivement beaucoup investi sur cette partie-là. On a une belle ambition et on souhaite la développer, donc c'est en y mettant aussi les moyens. Et sur la question effectivement des silos, je dirais que c'est pas qu'ils sont toujours à casser, mais c'est un travail de longue haleine et les mauvaises habitudes pourraient revenir rapidement. Donc c'est un travail d'attention permanent, car chaque nouveau projet, c'est toujours effectivement de réinsuffler, de s'assurer qu'on a bien repris en compte et qu'on ne repartirait pas dans un silo. Et c'est vrai que voilà, je pense que c'est moins difficile peut-être qu'il y a 10 ans, mais c'est toujours un travail. Alors justement, avec ton équipe digitale, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour améliorer le parcours de vos clients ? Qu'est-ce qui est faisable chez vous ? Alors, nous, on travaille, finalement, on est une équipe qui vient beaucoup du B2C. On s'est dit, voilà, finalement, l'expérience client, on l'a travaillé en B2C, adapté au B2B. Nos clients, dans le café, hôtel, restaurant, quand on les interroge, et on les interroge beaucoup, on a fait des sessions de design thinking, des vision phase. Et c'est vrai que quand ils vont nous comparer à un site e-commerce, ils vont nous comparer à des sites e-commerce B2C, des très gros sites e-commerce internationaux, différents. Mais ils vont pas se dire, moi je suis en B2B, là quand je vais aller commander mes boissons, c'est pas grave, c'est pas très beau, c'est pas très ergonomique, c'est pour mon activité professionnelle. Par contre, quand je viens pour le personnel, j'ai envie de quelque chose de très beau et de bien adapté à mon besoin. Bien non, en fait, c'est la même chose. Donc on s'est vraiment orienté sur ce qu'on pouvait voir effectivement en B2C et l'adapter au B2B. Ce qui est extrêmement important pour nos clients, c'est la personnalisation. On est une entreprise à 3 échelles. On travaille effectivement nos développements à l'international, notamment beaucoup à Londres. Donc on est une entreprise multinationale très forte. On l'adapte à la France. Et derrière ça, on est un acteur extrêmement local. On a 73 points des centres de distribution. On a 350 commerciaux sur le terrain à l'ensemble du territoire. Et quand vous êtes un point de vente qui est à Lille, vous avez envie d'avoir une expérience dédiée à votre activité et pas quelque chose qui vous paraît très globalisé. Eh bien, cet enjeu-là, c'est le même sur le site. Et donc ça, c'est une expérience pour nous très importante. C'est comment on a des process très industriels, mais qu'on va adapter et qu'on va localiser. Et donc, on a beaucoup travaillé là-dessus, sur la personnalisation, sur la multicanal avec nos clients. Donc, on fait beaucoup de co-création. On a mis en place la voix du client, on a mis en place des user tests. Voilà, on fait avec nos clients. On l'a fait encore la semaine dernière. On a des points de vente qui se connectent à Skype. Ils regardent les maquettes, ils disent ce qu'ils en pensent. On ajuste, on adapte. C'est assez classique, finalement, quand on est parfois en B2C. En B2B, ça change un peu les codes, notamment sur le café, hôtel, restaurant, mais c'est extrêmement plébiscité par nos clients et ils y travaillent beaucoup. Aussi, on travaille beaucoup sur la partie multicanal, notamment on a développé donc un site internet, une application mobile et une application, pas pour avoir une application, mais par exemple, nos clients commandent dans des caves. Et dans des caves, il y a beaucoup de choses, mais il n'y a pas beaucoup Internet. Et donc, du coup, il a fallu avoir des modes déconnectés. L'application s'est révélée la possibilité de le faire. Donc voilà, ça fait partie effectivement des exemples qu'on peut avoir avec nos clients. On travaille beaucoup sur l'animation. On leur a mis en place, voilà, on est en train de préparer, comme plein de sites Internet, le Black Friday. Voilà, parce qu'en fait, nos clients aujourd'hui font de très bonnes affaires sur le Black Friday et ils réfléchissent pas. Oui, donc ça c'est un acteur qui est pas pour moi ou qui est pour moi. S'il a les mêmes boissons que nous et qui vend les mêmes produits,
il va forcément y aller. Donc nous, ce qui est important quand on dit qu'on a un prestataire de service, c'est qu'on veut justement apporter plus. Donc on apporte le produit, j'ai envie de dire qu'on livre peut-être même le même coca que d'autres, mais on le livre avec un service où le client peut commander à tout moment du jour et de la nuit. Il a les informations du stock de son centre de distribution disponible, et en plus de ça, il a les bonnes promos, la meilleure offre qui lui est adaptée puisque le site lui est personnalisé. Voilà. Ouais, merci, ça fait pas mal de choses. Alors Samuel, bon, c'est peut-être pas du underground Wi-Fi, mais je crois que même dans le retail, vous avez aussi souvent le problème. Justement, en termes d'engagement, vous avez testé un nouveau point de contact qui est Messenger avec le bot Emily qui aide les consommateurs à trouver des idées de recettes. Justement, ces nouveaux points de contact ou ces nouvelles expérimentations, ça se passe comment? Vous le faites dans quel but? Est-ce que c'est juste pour tester? Est-ce que c'est vraiment demain pour faire ça à scale et pour booster l'expérience client? Donc effectivement, en petit introductif, Nestlé est né il y a 150 ans d'une innovation avec notre fondateur qui avait créé la première farine lactée pour lutter contre la malnutrition et la mortalité infantile des nourrissons. Et depuis ce temps-là, la raison d'être du groupe est d'améliorer la qualité de vie et de contribuer à un avenir plus sain. Et si vous voulez, ça se retrouve dans 150 ans d'innovation. Et le digital, en fait, a son rôle pour pouvoir apporter plus de services, plus de valeur ajoutée et contribuer à cette amélioration, notamment de qualité de vie. Et on a des chantiers, si vous voulez, qui sont la refonte, la transformation du travail quotidien. On a parlé de la digitalisation du marketing, la digitalisation du commerce, le développement de la data, etc. Il y a certains projets que je reconnais dans nos organisations. Maintenant, il faut aussi préparer demain. Et préparer demain, c'est commencer à se mettre en ordre de bataille sur les nouveaux usages. Donc aujourd'hui, il y a une tension pour le consommateur qui est quotidienne. Il y a encore un point de friction qui est « qu'est-ce que je mange ce soir ?» Quand le consommateur rentre à la maison, c'est un vrai pain point. La charge mentale qu'il y a derrière le « qu'est-ce que je vais préparer ?» elle est énorme. Du coup, on se dit qu'il y a peut-être, à travers le développement de l'usage des assistants et des bots, une façon d'apporter une nouvelle solution et un nouveau service. Donc c'est dans cet esprit-là qu'on a lancé sur un mode test dans un premier temps, parce que l'usage, très clairement, n'est pas encore développé. Mais pour autant, derrière, l'ambition est importante, parce que on s'est fait déposséder en tant qu'industriel de cette relation au consommateur, cette relation d'inspiration. Dans les années 2000, quand les plateformes éditoriales culinaires se sont développées, en tant qu'industriel, on s'est dit non, c'est pas notre rôle de faire du site internet, et on a perdu cette bagarre face à des marmitons, face à des 750 grammes, etc. On l'a gagné avant avec le papier craft sur la tablette Nestlé Dessert. Aujourd'hui, je pense que vous allez plus souvent sur une plateforme édito que sur le dos de pack de votre produit. Il y a encore de temps en temps des recettes. Mais bon, du coup, tester avec les bots. On a lancé il y a 2 ans un bot sur Messenger, il y a 1 an un bot sur Google Assistant pour tester un parcours vocal. Très clairement, l'ambition, elle était d'apprendre dans un premier temps sur une logique vraiment de Lean Startup. On construit, on mesure, on apprend et on itère. Parce qu'on ne peut pas se dire, a priori, qu'on a toutes les variables de l'équation en main. Et du coup, pas du premier coup en tout cas. Quoi. Exactement. Donc cette logique d'itération est super importante. Ça nous a permis d'apprendre comment structurer notre contenu. Ça nous a permis d'apprendre quels étaient les comportements fleuves consommateurs. Ça nous a permis d'apprendre comment structurer la data et beaucoup d'autres choses. Éduquer le bot, etc. pour demain, dans un objectif où l'usage deviendra masse, être prêt et ne pas faire la course en queue de wagon. Alors justement, tu as plus de 50 marques aujourd'hui chez Nestlé, beaucoup d'interlocuteurs, les distributeurs, les fournisseurs, les agences, etc. La data shopper pour toi aujourd'hui, ça signifie quoi pour Nestlé et quelle maîtrise tu penses avoir aujourd'hui, enfin vous pensez avoir chez Nestlé de ces data shoppers? Nestlé, c'est à peu près, la pénétration des marques de Nestlé, c'est à peu près 100%. On est à 98% pour être précis. Je parle en France. C'est un caddie sur 3 qui contient un produit Nestlé. Donc, quand on retranspose ça dans le volume de transactions que Nicolas partageait, ça fait un certain nombre de transactions et un certain nombre d'occasions de consommation dans les domiciles français. Mais pour autant, on ne sait pas qui sont ces consommateurs. Donc,
il faut bien se rendre compte qu'on évolue dans un modèle B2B2C. Ce modèle, il a de distribution en fait délégué à un distributeur, fonctionne très bien et a été optimisé avec le développement des chaînes d'hypermarchés. On a une chaîne de valeur qui est assez efficace, avec une logique de communication de masse et de distribution de masse. Maintenant, elle était totalement pertinente, ou à l'époque où on ne pouvait pas faire facilement une réconciliation entre le jeu de données consommateur qui est activé par l'industriel et le jeu de données shopper qui est activé par le distributeur. À l'heure du digital, c'est complètement obsolète. On a premièrement le développement du e-commerce. Les plus sceptiques me diront « Ok, ce n'est que 6% de tes volumes, donc tu as encore 94% à optimiser. » Ok, on a le développement de ce qu'a partagé Nicolas sur le CRM onboarding. On arrive à rattacher la donnée ticket de caisse physique à une activation de la marque. Donc aujourd'hui, on peut très bien aller chercher une création de valeur et une optimisation de nos chaînes marketing et promotionnelles à travers le mix de ces deux jeux de données. Alors, ça fait beaucoup de choses à faire. Très concrètement, on a une approche pragmatique chez Nestlé pour pouvoir aborder ces sujets. C'est premièrement avoir quelque chose à partager et être en mesure d'avoir une donnée activable propriétaire. Et c'est pour ça, Emmanuel partageait ces 50 marques. Aujourd'hui, on a construit en fait un référentiel consommateur unique pour l'ensemble de nos 50 marques, cross-source, CRM, médias et sites, et propriétaires. Donc on a repris la possession de notre ad server, on a repris la possession de notre trading desk, on a tout le tagging en prod, tout le CRM, c'est un compte unique Nestlé où on a les différentes logiques d'optimisation par marque, etc., etc. Fort de ça, ça nous permet ensuite d'aller voir les distributeurs et d'avoir quelque chose à proposer pour entrer dans des démarches de co-construction pour créer cette valeur. Alors, on a aussi testé, bien évidemment, parce que pour pouvoir parler de quelque chose de concret, on a besoin de tester. On a testé des campagnes de Nicolas, des campagnes d'autres acteurs sur le marché dès 2017, quand ça commençait à arriver sur le marché. On a mesuré aussi pour voir comment est-ce que ces campagnes généraient du business plus. Les conclusions sont que, comme partagé, ça génère du business plus. On a aussi comparé comment est-ce que ces données shopper généraient du business plus par rapport à de la donnée first party, par rapport à de la donnée second party. Du coup, on arrive à comprendre où on pourrait pousser le curseur sur le premium data, le premium CPM data qu'on peut se permettre sur ces inventaires. Et on a besoin de continuer à discuter avec les distributeurs pour pouvoir trouver le bon modèle économique et optimiser le business. C'est un enjeu de compétitivité parce qu'aujourd'hui, les pure players, très clairement, optimisent sur les deux jeux de data. Et je vous invite ici, alors distributeurs, on peut continuer les discussions, mais aussi industriels, à éventuellement commencer à regarder des alliances, parce que je pense que les distributeurs font des alliances, les régies médias font des alliances. On pourrait probablement faire des alliances en termes d'industriels pour essayer de pouvoir enrichir nos connaissances consommateurs et créer de la valeur. On voit déjà dans le secteur des médias où il y a des concurrents ou des chaînes de télé différentes qui s'allient aussi. Merci beaucoup Samuel. Alors Vinciane, peut-être un dernier mot sur la data de votre côté, parce que je vois que le temps file, quasiment la fin. Ça marche. Oui, alors nous sur la data, bon, d'abord en tant que retailer, effectivement, distributeur, on a pas mal de data. Sur le sujet, finalement, la data au service du client et du marketing, c'est assez récent. Ça arrive effectivement un petit peu avec le site. Il faut savoir que le site e-commerce a été lancé en 2017, donc il n'est pas bien vieux. Aujourd'hui, nos meilleurs binômes de commerciaux ont plus de 20% de clients qui sont sur Internet. Donc c'est une donnée qui croît beaucoup. On est vraiment en train d'y travailler. Nous, aujourd'hui, on se sert de la data pour le client, notamment sur la segmentation, la personnalisation du site. On veut aller effectivement plus loin. On pense aussi, on travaille de plus en plus avec les industriels, nos partenaires dessus, puisque on apporte une autre vision également de la data en dehors de la consommation finale. Donc c'est vraiment un chantier sur lequel on travaille beaucoup, et surtout comment on va le rendre pragmatique et sur lequel on aura un retour sur investissement.
Merci. On va terminer avec Emmanuel, justement, pour parler Data Shopper et CRM. Votre connaissance client, le ciblage de vos messages aujourd'hui, ça se passe bien ? Ça se passe bien. On est vraiment, par rapport à ce que disait Samuel, sur vraiment le même type d'approche. Il y a un enjeu à avoir un contact direct avec nos consos et aussi à travers un programme CRM qui propose des contenus et des vrais services à nos consos en complémentarité de nos produits et d'un certain nombre d'offres, on va dire, de bons de réduction. Donc nous aussi, on est sur cette démarche de contact en direct et de devenir propriétaire d'un certain volume de data. Après, je pense qu'on n'est pas retailer depuis des dizaines et des dizaines d'années, donc je ne suis pas sûre qu'on ait vocation demain ou après-demain à rivaliser avec ces programmes et avec cet embasement-là, je ne crois pas. En revanche, ce que je pense, c'est qu'on a un enjeu à savoir capter sur des cibles stratégiques, encore une fois, porteurs de croissance, des enjeux de rétention, une connaissance client la plus directe possible, via des alliances, évidemment, pourquoi pas, et se dire qu'on a une approche toujours la plus qualitative possible, puisque ce sera toujours, on va dire, le risque qui guette derrière. Donc CRM onboarding, oui, utilisation média, oui, utilisation pour approfondir les insights auprès de nos consos et travailler de manière qualitative sur ces communautés qui sont les plus stratégiques pour notre croissance. Emmanuel, Samuel et Vinciane, merci beaucoup. Je crois que vous pouvez voir qu'ils ont bien avancé, donc si vous voulez leur poser des questions, n'hésitez pas. Et je vais appeler Rose Boursier-Wheeler sur scène, voilà, pour nous parler tout simplement de lutter contre le gaspillage alimentaire à l'heure du digital avec Too Good To Go. Voilà. On m'a demandé de trouver un titre, donc j'ai trouvé ce titre-là. J'espère qu'il vous plaît, moi il m'a plu. Du coup, bonjour, je suis Rose, je travaille pour Too Good To Go. Je ne sais pas combien d'entre vous connaissent, ou pas du tout. C'est bien, du coup je vais découvrir. Je vais parler de choses qui fâchent un peu, mais c'est bien parce que ça nourrit mon propos et après ça ira mieux par la suite. Aujourd'hui dans le monde, il y a un tiers de la nourriture qu'on produit qui finit à la poubelle. Donc ça veut dire une pomme sur 3. Merci. Un maïs sur 3, un bœuf sur 3. Enfin voilà, ça peut aller très très vite. Rien qu'en France, toutes les secondes, c'est 317 kilos qui sont jetés. Donc là, en fait, depuis que je parle, je suis pas très bonne en calcul mental, mais je pense qu'on est autour des 4-5 tonnes. C'est déjà énorme. Et pourquoi le gaspillage alimentaire, ça nous intéresse ? Parce qu'en fait, ça touche tout le monde et ça touche absolument tous les secteurs. Ça parle de production, d'énergie, de transport, d'agriculture, de distribution, de transformation. Voilà, on touche vraiment tout le monde. Et aussi, c'est un énorme enjeu parce qu'aujourd'hui, le gaspillage alimentaire, si c'était un pays, ce serait le 3e pays le plus émetteur de gaz à effet de serre au monde après les États-Unis et la Chine. Donc en termes d'impact carbone, c'est quand même sacrément énorme. La bonne nouvelle, parce qu'il y a une bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on a un outil. On en a d'autres, mais celui qui marche bien aussi, c'est le digital, qui va justement nous permettre de redonner une dimension humaine à ce problème-là et d'aller donner des clés d'action, des solutions à chacun d'entre nous pour faire que nous tous ensemble, on ait un peu le pouvoir d'agir et qu'on soit des, comment ils disent, des consommateurs, des citoyens, des gens engagés, quoi. Donc c'est ça qui nous a poussé à créer Too Good To Go. Too Good To Go, en fait, l'idée, c'était vraiment de remettre l'individu au cœur de ce combat-là et aussi tous les acteurs impliqués dans la chaîne alimentaire au cœur de ce combat-là. Donc ce qu'on a fait, c'est tout bête. C'est qu'on a... il manque un petit... Alors, il n'y a pas tout, mais je vais vous le dire à l'oral, ce sera simple. Ce qu'on a fait, c'est hyper simple. On a décidé de mettre en relation des commerçants de bouche, vraiment de tout type, donc des boulangers, des pâtissiers, des restaurateurs, des primeurs, des hôtels, des supermarchés, etc., qui souvent sont contraints de jeter leurs produits frais en fin de journée, avec des citoyens, donc vous et moi, vraiment tout le monde, qui allons pouvoir aller récupérer ces invendus directement chez le commerçant à la fin du service. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est juste qu'on a créé une boucle, quoi, quelque chose de très vertueux, où on connecte les bonnes personnes au bon moment, et en fait, on rééquilibre tout simplement l'offre et la demande. En fait, Too Good To Go, on a juste réussi à s'insérer là où on avait besoin de nous. Aujourd'hui, il y a plein de commerçants de bouche qui n'ont pas de solution pour leurs invendus, parce que logistiquement, c'est compliqué, parce qu'il y a des produits qui sont interdits aux dons, parce que quand on est dans un petit village, il n'y a pas d'association pour récupérer à manger, parce qu'il n'y a pas forcément des gens à qui les donner, et quand on a bossé déjà 12 heures, on n'a pas forcément envie d'aller faire tout le tour de tous les quartiers de Paris pour aller redistribuer ces invendus. Donc en fait, on a juste trouvé une solution qui permettait aux commerçants de manière hyper simple et pratique et gratuite de redistribuer ces invendus directement à des gens qui étaient directement là aussi à côté de lui tout de suite. Donc c'est bénéfique pour tout le monde. Le commerçant, lui, en fin de journée, il jette plus ses invendus. C'est quand même sacrément génial. L'utilisateur, lui, il va pouvoir découvrir des nouveaux commerces, il va pouvoir découvrir des nouveaux produits, il va pouvoir se nourrir en sauvant un petit peu le monde. Et ça, je trouve que c'est quand même merveilleux de pouvoir manger en se disant qu'on sauve le monde en le faisant. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Moi, ça me fait des choses dans mon corps, je trouve ça pas mal.
Et donc en fait, on crée cette boucle vertueuse où en fait commerçants et utilisateurs ensemble réduisent le gaspillage alimentaire de manière effective. Et tout le monde y trouve son compte. Et on a un business model qui a été pensé de manière assez intelligente aussi. C'était pas par moi, c'est pour ça que je me permets de dire qu'il a été pensé de manière intelligente, où en fait tout le monde est gagnant. L'application elle est gratuite pour vous, pour le commerçant, et la manière dont on se rémunère, c'est simplement grâce à nos paniers surprises. Là, on a une commission fixe par panier vendu. Ça veut dire qu'en fait on se rémunère sur la valeur créée des produits qui sont remis sur le marché, qui auraient autrement été jetés. Donc le commerçant, lui, au final, il gagne de l'argent au lieu d'avoir de la perte sèche, ce qui lui permet quand même de rembourser ses frais de production. L'utilisateur, lui, il économise de l'argent, parce qu'on a quand même 70% de réduction en moyenne. Donc ça veut dire qu'au lieu de payer un plat 12 €, vous allez le payer 3,50 €, et en plus, vous sauvez un petit peu le monde, et vous mangez tout ça ensemble. Et nous, derrière, en fait, ça nous permet d'avoir un business model qui est assez, qui roule tout seul, donc on est assez indépendant, et surtout, en fait, on a un chiffre d'affaires qui est directement corrélé à notre impact sur le gaspillage alimentaire. Ce qui fait que nous, tous les jours, quand on parle de KPI, on ne parle pas de chiffre d'affaires, on parle de nombre de repas sauvés de la poubelle. Donc on a l'impression de faire des choses bien de notre vie. Pour vous montrer juste un petit peu plus comment ça se passe quand vous êtes utilisateur, en fait, vous êtes géolocalisé, donc jusque-là, c'est très très simple. Vous avez un déroulé de tous les commerçants qui vont être autour de vous. Si vous le faites maintenant, vous verrez qu'à Paris, il y en a pas mal et de plus en plus. Vous avez aussi une carte avec un code couleur qui est très très simple. Vert, c'est qu'il y a encore des paniers disponibles. Orange, c'est qu'il faut se dépêcher. Et rouge, c'est que c'est fini pour vous aujourd'hui. Et du coup, quand vous allez trouver votre commerçant partenaire, notre commerçant partenaire qui vous plaît le plus, il y a une fiche là, où là, vous pouvez voir qu'il y a 2 paniers qui sont restants. Vous allez les payer 2,90 € au lieu de 10. Et l'heure de collecte, c'est 19h30, 20h. Il vous suffit de réserver votre panier et d'aller directement chez le commerçant à cette heure-là. Et il vous remet un panier surprise. Et pour le commerçant, c'est aussi très très simple. Comme j'ai dit, l'application elle est gratuite, mais pour que les commerçants veuillent bien utiliser Too Good To Go plutôt que jeter, il fallait que Too Good To Go soit aussi simple que de jeter. Sinon, on n'aurait pas de commerçant partenaire. Donc, tout le principe tourne autour de ce fameux panier surprise. En fait, vous n'avez pas ce que vous allez manger. C'est une surprise pour tout le monde. Le commerçant, lui, il sait qu'il a des pertes tous les jours. Il ne sait pas exactement c'est quoi ses pertes. Il ne va pas référencer un à un ses produits. Par contre, il a des tendances. Donc, disons qu'un boulanger, il sait qu'en moyenne, il jette 30 € de produits par jour. Et ben, il va faire 3 paniers de 10 €. Donc, il va composer... Il va composer ses paniers avec ses invendus du jour 3 fois. Et ça se remet automatiquement en ligne à minuit. Et évidemment, lui, derrière, s'il en a plus ou moins, il annule. Il peut changer ses heures de collecte, il peut se mettre férié quand il est férié, etc. Donc c'est hyper simple, ça marche bien. Et ce qui est formidable, c'est qu'au début, quand on a commencé à Too Good To Go, moi je suis arrivée il y a 1 an et demi, quand il fallait convaincre les commerçants de nous rejoindre, de vendre leurs invendus, ils nous ont dit mais quand même en termes d'image de marque, c'est pas du tout possible. Enfin, quelle image je vais avoir moi si je vends des trucs pourris? Et en fait, aujourd'hui, au bout de 2 ans, parce qu'on est quand même tout jeune, on est implanté partout en France. On a 4800 commerçants partenaires sur l'ensemble du territoire. Et ensemble, les utilisateurs et les commerçants ont sauvé 3 millions de repas de la poubelle. Moi, quand je dis ça, j'ai un peu des étoiles dans les yeux, mais 3 millions, c'est énorme. Notre premier million, c'était en mai. Donc c'est pour vous dire, 1 million en 2 ans, et là 2 millions en 6 mois. Donc en fait, c'est juste exponentiel. Et on est aussi à l'étranger, dans 8 pays. Et là, à l'étranger, on vient de passer les 8 millions. Donc c'est pas à jour. Voilà. Mais donc, ça prouve qu'en fait, quand on développe une solution et qu'on se met au bon endroit, parce qu'il y avait une vraie problématique aujourd'hui, c'était une problématique des invendus pour plein de commerçants de bouche, non seulement on répond à cette problématique-là pour les commerçants, mais en plus on répond aussi à cet acte engagé pour les utilisateurs, souvent face à des problématiques d'ampleur comme changement climatique, la fonte des glaces, tout ça, on se sent soit impuissant, soit énervé de notre impuissance. Et là, en fait, à travers ce geste tout simple, on a l'impression de redonner un petit peu de pouvoir à l'individu. Et c'est aussi la mission de Too Good To Go. Là, c'est mes collègues qui sont très très heureux de faire ce qu'ils sont en train de faire sur cette photo. La mission de Too Good To Go, au-delà de l'application qui fonctionne donc très bien, c'est d'inspirer, de responsabiliser et d'engager. Et en fait, au-delà de l'outil qu'est l'application, aujourd'hui, notre vocation, c'est vraiment de devenir un vrai référent de lutte contre le gaspillage alimentaire et d'aller en fait fédérer les industriels, la société civile, donc ça c'est vous aussi, et le gouvernement pour changer d'échelle et faire bouger les lignes au niveau national. Aujourd'hui, une application, c'est bien, être une application qui a un impact au niveau national, c'est encore mieux. Donc, notre premier combat, il a porté sur les dates de péremption. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez vu passer. Les dates de péremption, j'imagine que vous le savez à peu près tous, mais il y en a 2. Il y a des DLC à consommer jusqu'au et les DDM. Et en fait, comme énormément de gens ne font pas la différence entre les deux, vous êtes au courant de ça ou pas? Il faut que je vous l'explique. Moi, je vais l'expliquer. Alors, DLC, c'est à consommer jusqu'au. C'est sur la majorité des produits frais. C'est une date vraiment qui est sanitaire. C'est-à-dire qu'après cette date-là, potentiellement, c'est dangereux. Moi, je ne suis pas une industrielle, je peux me permettre de dire et encore, mais il faut la respecter quand même. Et les DDM, c'est des dates de durabilité minimale qui s'écrivent à consommer de préférence avant le. Ces dates-là, en fait, c'est des dates qui sont indicatives. C'est-à-dire qu'après cette date-là, le produit va perdre certaines valeurs nutritionnelles et organoleptiques, mais il n'y a pas de danger pour la santé. Je pense aux pâtes, au riz,
ce genre de choses. Et comme la plupart des gens ne font pas la différence, il y a aussi plein de gens qui, quand ils voient une date, ils se disent bon, bah, c'est plus bon et ils jettent. Donc ça, c'est quand même 20% du gaspillage alimentaire dans les foyers, juste parce que c'est pas expliqué et qu'on ne le sait pas, c'est quand même idiot. Donc nous, on s'est dit qu'on allait l'expliquer, et on s'est dit qu'on allait encore plus loin, et qu'on allait même demander aux marques de s'engager avec nous là-dessus, et d'écrire en fait tout bêtement sur leur packaging, à consommer de préférence avant, mais aussi après. Comme ça, quand le consommateur il est face à son produit, il se dit mais comment ça, mais aussi après. Du coup, ça veut dire qu'il commence à se poser des questions, et derrière, si on l'éduque et qu'on l'informe assez, encore une fois, on change un petit peu le monde. Et la pétition, en un mois, donc c'est une pétition qu'on a lancée, elle a recueilli 47 000 signatures, ce qui est quand même pas mal, ce qui veut dire que c'est un sujet qui touche les gens, j'ose le croire. Et on a déjà Appletizer, qui est un des incubateurs de Coca, et Carrefour qui nous suivent là-dessus et qui vont donc changer leur DDM. L'idée, c'est de faire jurisprudence. On est en contact avec plein d'autres industriels et de les avoir tous on board avec nous pour prouver en fait simplement qu'on n'a pas besoin qu'il y ait des lois qui passent et de changer la réglementation pour faire des choses ensemble là-dessus. Et la deuxième chose qu'on a mis en place à ce propos-là aussi, c'était une table ronde où on a eu un industriel, un distributeur, un expert et une association de consommateurs sur justement en fait comment est-ce qu'on va changer les dates de péremption, comment est-ce qu'on les harmonise et comment est-ce qu'on en fait des vrais indicateurs sanitaires fiables. Et en fait, il en est sorti qu'il n'y a qu'une chose à faire, c'est la concertation et la collaboration, et que sans ça, on n'arrivera à rien. Et l'idée de tout ce travail-là, c'est de rendre à la fin de l'année un livre blanc. Alors on est très ambitieux, mais on continue à y croire, de rendre un livre blanc au gouvernement sur ces questions-là à la fin de l'année. Et donc tout ça m'amène à ma conclusion, qui j'espère est une bonne conclusion. C'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus trop faire l'impasse sur l'urgence climatique et sociale, je pense qu'on est tous au courant, et qu'il y a des solutions et il y a des outils qui existent, Too Good To Go en fait partie, mais surtout il y a quelque chose de très très fort, c'est le besoin de se concerter et de collaborer ensemble, nous, petites startups, vous, grands groupes, société civile, gouvernement, tout le monde, pour vraiment faire bouger les lignes, et c'est seulement si on le fait ensemble, parce que l'écologie, elle n'est pas partisane, elle n'est pas idéologique, c'est qu'ensemble qu'on pourra changer les choses, et tout seul, on n'arrivera pas à grand-chose. Voilà. Bon, un grand bravo à Rose, comme quoi la transformation, ça se passe chez les anciens, mais aussi chez les nouveaux. On va terminer cette session avec Instagram et l'agence Marcel qui vont nous parler du cas Granola. Donc, si vous voulez bien nous rejoindre, Clémentine et Anne Dao. Et effectivement, vous allez voir. La transformation, ça se passe aussi au niveau du marketing. Donc, je vais te passer mon micro dans 2 secondes. Et voilà, je te laisse. Merci, Manuel. Je me présente. Oui, on a 2-3 slides. Je me présente, Clémentine Tilliard. Donc, je suis directrice du pôle Grande Conso chez Facebook. Donc, Facebook, Instagram. Nous, on a la chance d'accompagner quelques marques qui sont présentes aujourd'hui dans leur utilisation de nos plateformes. Et voilà, à toi. Et je suis Anne Dao, donc je travaille depuis 3 ans à l'agence Marcel et on s'occupe de la marque Granola sur tous les supports, notamment sur le social media, depuis plusieurs années. Donc là, on va vous présenter un cas spécifique à Instagram sur la dernière campagne de janvier 2018. Oui, je remets quelques petits points de contexte du coup sur Mondelez. Donc Mondelez est un grand groupe international avec lequel Facebook a un partenariat mondial. Ça veut dire qu'il bénéficie de l'accompagnement d'équipes chez nous, mais aussi d'un accompagnement sur l'innovation qu'on peut lui proposer, sur la mesure et sur la créativité. Donc, la mission vraiment du partenariat entre Mondelez et Facebook, on l'a définie depuis 2014, c'est moving at the pace of people. Donc, Mondelez capitalise vraiment sur son travail sur nos plateformes Facebook et Instagram pour aujourd'hui, c'est un peu de ce dont on a parlé aujourd'hui, essayer de mieux comprendre et de mieux appréhender vraiment l'évolution du consommateur et avoir une communication qui est très cohérente et très consistante sur toutes ces communications et sur tous ces canaux. Voilà. Depuis 2014, on a appris pas mal de choses, que ce soit en France ou dans le monde, et on utilise, en fait, on mesure beaucoup de choses sur toutes les campagnes. On mesure toutes les campagnes, on crée des énormes méta-analyses, donc des synthèses d'analyse, pour apprendre et pour optimiser les communications. Et on s'est rendu compte
avec Mondelez que Facebook, Instagram, Facebook d'abord et puis Instagram, étaient des sources de retour sur investissement. Enfin, il y avait de très bons retours sur investissement. Donc, ils mesurent vraiment toute leur campagne derrière. Et ils se sont rendus compte que on pouvait optimiser vraiment les médias, on pouvait utiliser tel ou tel placement. Après ça, ce qui faisait vraiment bouger le plus le retour sur investissement, c'était la créativité et donc en fait l'adaptation des assets et des messages, des campagnes publicitaires à nos plateformes. Parce qu'on est sur des plateformes mobiles et que vraiment du coup aujourd'hui la meilleure adaptation est la plus efficace. On le mesure aujourd'hui, donc vraiment on peut faire bouger on peut faire bouger le retour sur investissement entre 5 et 35% en changeant la façon d'acheter, le coût, l'invest. Donc je ne sais pas quelle est votre part de voix sur le digital. Mais il y a entre 50 et 80%, donc les typos ont un peu sauté, du ROI qui est drivé par l'optimisation de la créa. D'où le sujet d'aujourd'hui, Granola, et on va illustrer un petit peu ce point-là, parce qu'on a mesuré une campagne Granola qu'on a fait avec Marcel. On a la chance donc en France, dans ce partenariat global, on a la chance en France d'avoir Granola et Marcel, qui sont une marque française et une agence française. Donc du coup, on peut vraiment faire plus évoluer cette ligne créative. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, lorsqu'on reçoit un brief client de la part de Granola, nous on travaille évidemment sur la créativité au global, donc que ce soit sur la télé, radio, print, social media. Et lorsqu'il s'agit du social, effectivement, pour travailler de mieux en mieux, aussi être adapté aux tendances et avoir des performances vraiment meilleures, on fait souvent appel justement à des plateformes donc comme Facebook et Instagram pour travailler main dans la main et pouvoir évidemment créer des formats les plus impactants possibles avec des performances qui marchent le mieux. Donc là, on va se focaliser sur une campagne qu'on a fait en janvier. Alors ouais, c'est une campagne qui était premier trimestre, je crois, entre janvier et mars. Ce qui est intéressant de raconter, c'est que c'est le lancement d'une nouvelle plateforme de marque. Granola, depuis 2015, n'avait communiqué que sur des nouveaux produits et pas sur l'intégralité de sa marque. Et souhaitait du coup toucher une grande part de la cible, parce que c'est une marque qui est, je pense que vous connaissez tous, qui a une énorme notoriété. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils voulaient toucher à la fois les prescripteurs, qui sont les jeunes adultes et les adolescents. Je pense qu'aujourd'hui, dans les marques de CPG, aller chercher ces consommateurs qui sont les consommateurs de demain, qui sont les influenceurs, mais pas les responsables des achats, c'est une des problématiques que vous avez tous. Et après ça, les acheteurs, donc moi, la mère de famille, mais bon, la responsable des achats dans chacun des foyers avec enfants. Donc télé, social media. Donc c'est vrai que sur le social, nous ce qu'on pouvait constater avant, c'était qu'on communiquait avec Granola sous forme de roadmap mensuelle avec divers messages à l'année à communiquer à travers des petits posts qui finalement n'avaient pas grand impact en termes de notoriété, d'achat, etc. Donc sur Granola, depuis presque un an maintenant, aujourd'hui, on a fait le parti pris de communiquer sur de vraies campagnes, c'est-à-dire que on n'a pas juste des petits posts avec des petits budgets médias, mais on optimise au maximum le fait d'avoir une vraie nouveauté, de vrais formats, de grosses créations et de pouvoir au maximum les optimiser sur les différentes plateformes et pouvoir les amplifier au mieux. Donc, en termes de créativité, bien évidemment, ce qui était important pour nous, c'est, même si on fait un film aujourd'hui dédié à la base pour la télé, on sait qu'il ne suffit plus sur les réseaux sociaux aujourd'hui, sur Facebook, Instagram, Twitter, le temps de connectivité est très rapide et il faut savoir hooker les gens et il ne suffit pas juste de poster le film tel qu'il va passer à la télé. Donc aujourd'hui, on se demande, avec l'aide de Facebook et Instagram, quel est le meilleur moyen
moyens pour les adapter. Donc ça passe évidemment par des formats plus courts que ceux de la télé où il faut capter l'attention de manière plus rapide. Ça passe aussi par des formats carrés, des formats verticaux. Donc parfois c'est pas forcément possible dès le début. C'est pour ça qu'on intervient en amont de la production pour pouvoir imaginer tous les films et tous les formats possibles qui seront adaptés aux meilleurs moyens sur le social media et pas que publier le film en 16/9. Donc on cherche aussi des hooks pour attirer l'attention dès le début des users sur Facebook et sur Instagram avec des panneaux d'entrée, des choses comme ça que vous verrez après. Et ce qui est aussi important pour la marque Granola et Mondelez au global, c'est d'être présent justement pour cette cible qui est très jeune et très friande de nouveaux formats et de nouveautés, d'être sur des formats assez innovants. Donc là, on va vous présenter en particulier un nouveau format qui s'appelle le Carousel Story sur Instagram. Donc c'est l'enchaînement de 3 vidéos ou 3 panneaux fixes et de vous montrer justement à partir d'un film qui était dédié à la base pour la télé, comment on a pu l'optimiser et améliorer les performances et créer des formats un peu plus innovants, un peu plus engageants sur le social media. Donc, je vous laisse regarder le film. Ouais. C'est parti. Et Alex qui se lance comme un mort de faim. Oui, regardez, son coach sait comment le motiver. Allez, dernier obstacle. Allez, Alex. Il y va, il saute, il s'envole, il nous fait rêver, Alex, mais oui! Oui, c'est du grand tard. Que c'est bon, mais que c'est bon! On ferait n'importe quoi pour le goût extra d'un granola. Voilà, donc ça faisait quelques années que Granola n'avait pas communiqué sous forme d'equity en montrant les différents produits. Et là, la valeur ajoutée justement d'une agence comme Marcel et le fait de travailler avec Facebook et Instagram, c'est d'être justement au cœur de la création, parce que c'est nous qui avons créé le film, etc. Et ensuite de voir comment on pouvait l'adapter sur le social. Donc sur Facebook, l'intérêt, c'est évidemment de pouvoir catcher les personnes dès les premières secondes. Donc on a créé évidemment le format carré pour que ce soit vraiment en full screen sur les écrans. Également un panneau d'entrée avec pas mal de branding pour attirer l'attention, créer de la notoriété dès les premières secondes. Et pareil sur un format plus court et vertical sur Instagram. Donc on peut voir les petits aperçus. Bienvenue pour ce 3e concours d'agility. C'est parti. Et Alex qui se lance comme un mort de faim. Oui, regardez, son coach sait comment le motiver. Quel jeu de jambes, mais quel jeu de jambes! Allez, dernier obstacle. Allez, Alex. Il y va, il saute, il s'envole, il nous fait rêver, Alex, mais oui! Oui, c'est du grand tard. Mais quel champion! Que c'est bon, mais que c'est bon! On ferait n'importe quoi pour le goût extra d'un granola. Bon, on va peut-être pas se le repasser 3 fois, mais en tout cas, l'idée y est. Et ensuite, plus spécifiquement, donc, on avait une demande du client de créer un peu des formats un peu plus innovants, un peu plus engageants, à travers, à partir de ce film. Donc, il y avait le film, et il y avait également des pay-off, et l'important, c'est aussi de pouvoir réutiliser tous les assets créatifs qu'on peut faire lors d'une grosse production comme celle-ci. Donc, si tu veux, je te laisse un peu plus parler du format Carousel. Oui, juste. Du coup, c'est vrai qu'on avait quelques clients à qui on avait proposé de tester en bêta le format Stories sur Carousel qui consiste simplement à faire tap, tap, tap. Donc c'est l'utilisation de Stories. Aujourd'hui, Stories, c'est le format qui a la plus forte croissance en termes de consommation sur les plateformes mobiles. Et Stories, ça permet d'interagir avec la publicité. C'est des codes créatifs assez nouveaux. Donc merci à Marcel d'avoir joué le jeu aussi là-dessus parce que on sait pas vraiment à quoi s'attendre et on n'a pas de benchmark. C'est le principe de la bêta. Et donc, du coup, on fait tap, tap, tap. Donc, on peut avoir jusqu'à 3 fois 15 secondes de vidéo ou 3 fois 5 secondes d'image fixe. C'est pas ce qu'on recommande. Mais on peut avoir tous les codes dedans et je pense que Marcel a bien joué avec les codes derrière. Donc, si on peut jouer peut-être la créa. Donc, si les personnes tapaient une fois, ils tombaient sur ce contenu-là, et si les personnes tapaient 2 fois, ils tombaient directement sur ce format-là. Ça rend jamais hyper bien de mettre des pubs mobiles sur un grand écran en 16/9. Mais voilà, on a essayé le keynote en vertical à House of Instagram la semaine dernière. On a passé tellement d'heures à tout remettre en vertical que on l'a pas fait ce soir, mais c'est assez intéressant. Donc,
Sur ce genre de choses, en fait, on travaille en collaboration entre le client, Instagram et l'agence. Ça nous permet, sur des formats bêta comme ça, de pouvoir voir quelles sont les autres marques qui ont pu faire des formats comme ça et voir ce qui fonctionne. Et nous, en termes de création, de pouvoir respecter la cohérence avec l'asset principal, le film, et de pouvoir réutiliser différentes choses sous forme de choses un peu plus social media qui reprennent les codes vraiment et en fonction de la cible et en fonction de la plateforme. Donc derrière, on a mesuré. Vas-y. Non, alors on a mesuré. On met en place très souvent des brand lift studies, donc des études qui nous permettent de regarder l'impact sur. C'est de l'A/B testing. On isole une petite partie des gens à qui on montre pas la publicité, et après ça, du coup, on envoie une petite question à chacun des deux aux personnes qui ont été exposées versus les personnes qui n'ont pas été exposées. On mesure de façon systématique la mémorisation publicitaire. Donc les enseignements sur cette campagne, c'est qu'il y a eu un lift sur la mémorisation des deux formats, donc le format qui était adapté de la copie télé et le format qui avait été créé spécialement pour la Stories, pour le Carousel Stories. Il y avait 3 fois plus de lift sur le format Carousel. Donc les gens s'en rappellent 3 fois plus que sur le format qui était déjà retravaillé, déjà optimisé pour le mobile, on va dire. Le deuxième point qu'on a mesuré, c'est la notoriété de la marque. Donc, faut savoir que là, du coup, on a une notoriété de l'ordre de 60% sur Granola. Donc, du coup, faire de l'uplift dessus, c'est assez difficile. On avait plus 6 points de lift spontané sur le format story retravaillé. Donc, pas le format que vous venez voir, clac, 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 tap, tap, tap. Je suis désolée pour le jargon, mais c'est une catastrophe chez nous sur le nom des formats. Et il était non significatif sur le nouveau format de Carousel Story. Ce qui est hyper, ce qui est un résultat comme un autre. On n'a pas mesuré d'uplift sur ce format. Ce qui est intéressant parce que du coup, ça nous aide à retravailler, à optimiser la créa et à se poser la question des éléments de branding qui n'étaient probablement pas suffisamment présents. Et du coup, c'est ce qu'on appelle travailler en collaboration derrière et de se dire, la prochaine campagne, on rajoutera le produit peut-être sur le premier volet du format ou la marque derrière. En tout cas, c'est vrai, des éléments qu'on aurait dû optimiser. Pour nous, ce qui est intéressant aussi lorsqu'on teste des formats comme ça, c'est de pouvoir jouer sur différents objectifs en fonction des créations. Donc avec les premières créations verticales où on reprend le film, on se dit que peut-être celui-ci est peut-être fait plus pour la notoriété. Pour un format comme celui-là qui est un peu plus innovant, c'était plus l'engagement. Et à travers différents formats, différentes créations à partir d'une même idée, ça nous permet justement de pouvoir atteindre différents objectifs pour la marque. Donc pour nous, ce qui est important au niveau des best practices, c'est évidemment d'adapter tous les messages créatifs sur chaque plateforme. Il n'est pas question de reprendre un film télé et de le mettre sur le social. On sait que ça ne marche pas. Donc c'est vraiment important de s'adapter et à la cible à laquelle on s'adresse et aux plateformes. Évidemment de penser mobile first, puisqu'on sait qu'il y a plus de 80% et même plus des gens qui sont sur mobile aujourd'hui, donc qui n'ont pas forcément le son activé, qui passent de manière très rapide sur leur smartphone. Donc c'est très important d'avoir ça et de pouvoir les hooker dès les 3 premières secondes, et aussi de favoriser la mémorisation à travers des outils médias qui nous permettent vraiment de tout mesurer et de mesurer la couverture, la répétition, etc., et d'optimiser les performances. Ouais, sur tout ce qui était performant, c'est vrai qu'on a vraiment setupé cette campagne pour toucher ces influenceurs, et Instagram répond vraiment à ces besoins derrière d'exposer une marque à une cible qui est plus jeune. Et on remercie donc du coup Granola qui nous a laissé parler de ce cas aujourd'hui ce soir. Voilà. Merci. Clémentine, Andao, merci beaucoup. On vous retrouve à la pause et le mot de la fin à Perle Bagot, notre directrice associée. Bonsoir à tous. Effectivement, je suis arrivée avec un petit peu de retard, donc je me suis pas présentée. En tout cas, nous sommes ravis de vous accueillir pour ce Uptalk, qui est un format plus interactif, plus petit, plus court. Donc j'espère que vous avez apprécié.
De toute façon, vous allez recevoir un email demain avec les points clés à retenir des différentes interventions, certaines présentations des intervenants et un questionnaire de satisfaction. Donc n'hésitez pas à le faire, ça prend 2 minutes, et de nous dire voilà ce qui a optimisé, ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu, pour qu'on travaille en tout cas sur ces formats et qu'ils soient au plus près de vos enjeux business et qu'ils répondent en tout cas à des objectifs que vous avez quand vous venez ici, que vous trouviez les réponses à vos questions. On a un slide effectivement avec les prochains événements. Ce jeudi, donc de cette semaine, Future of Work qui est au MEDEF, qui est sur une matinée. Donc là, ce sont les enjeux de la transformation digitale, mais vus du point de vue humain, collaborateur, gestion des talents, recrutement, optimisation en interne des process. Le dernier update de l'année, qui est donc le update Social Marketing and Business, que je vous recommande fortement parce que c'est toujours un moment sympa en fin d'année pour regarder un peu dans le rétroviseur et de se dire quelles ont été les meilleures campagnes, quels ont été les meilleurs cas en termes d'activation, d'engagement sur l'année 2018. Et puis on présentera aussi des tendances 2019, donc toujours une bonne opportunité de préparer l'année dans de bonnes conditions. Et puis, on vous a aussi mis un focus sur la Learning Expedition à New York, à la NRF, qui est un événement dédié aux retailers, aux e-commerçants, en tout cas aux acteurs du retail. C'est un événement qui est intéressant parce qu'il mixe à la fois la NRF avec les exposants, les annonces qui sont faites, les innovations produits, les startups. Et puis, en fait, les innovations qui sont présentées, on va aussi les voir en point de vente. Et donc, on mixe ça avec des store tours. Et au moment des petits déjeuners et des déjeuners, on fait des présentations de tendances, à la fois sur ce qui est annoncé à la NRF, et plus globalement, tout ce qu'on peut voir, nous, tout au long de l'année, en France, mais aussi à l'international, et plus particulièrement en Asie, puisqu'on regarde beaucoup ce qui se passe en Asie. Donc n'hésitez pas à profiter là après le Hub Talk pour échanger ensemble, pour poser des questions aux intervenants. Et puis bien entendu, n'hésitez pas à venir vers nous si vous avez des questions. Il y a un certain nombre de personnes ici présentes qui sont membres du Hub Institute et qui ont donc accès de manière globale et à l'année à tous les événements qu'on peut faire et à tous les contenus qu'on peut produire, les présentations notamment qu'Emmanuel fait en version source. Et puis des présentations plus globales au retour du CES ou de la NRF, qui peuvent être des éléments intéressants pour vous, pour faire vos propres présentations, pour former vos équipes, et puis pour diffuser en interne les tendances et activer rapidement après sur des projets au quotidien. Merci beaucoup, et encore une fois, n'hésitez pas à aller prendre un verre, à manger quelque chose et à échanger avec les différents intervenants qui étaient présents ce soir. Merci. Merci.